Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous rejoindre en cette fraîche matinée d'été à la Maison Palladio. Au nom de la Fondation, je vous remercie toutes et tous d'être très nombreux, parce que c'est un des petits déjeuners où vous avez répondu en nombre. Je m'appelle Étienne Rio, je suis chercheur en urbanisme, je travaille chez PCA Stream à la recherche, et puis au sein de la Fondation Palladio, je travaille à rapprocher les entreprises et le monde de la recherche, notamment via des petits déjeuners comme celui-ci. Nous allons discuter pendant à peu près 1h15 avec nos invités, et puis avec vous évidemment, sur un sujet qui passionne, puisqu'il est très sensible, dans un contexte où on voit émerger et se renforcer la notation extra-financière dans des entreprises, la RSE, la taxonomie, où l'on voit parler beaucoup de pastillage à Paris, et certains ici présents vont nous en parler un peu plus. La question qui se pose, c'est aussi celle de savoir, dans un monde qui est en train de changer de plus en plus rapidement, dans lequel les enjeux écologiques sont de plus en plus sensibles, comment est-ce que cela affecte la production de notre ville et comment est-ce que les valeurs, celles qu'on mobilise tous les jours, peuvent se transformer ou sont-elles transformables? Alors, initialement, Alexandre Coulondre, qui est ici présent, on s'est rencontrés ici à la Fondation Palladio il y a bientôt une dizaine d'années, quand on préparait notre thèse, puisqu'on a tous les deux, et on est des anciens boursiers de la Fondation soutient la recherche et les jeunes chercheurs. Et Alexandre est un sociologue de l'économie. Tu es attaché au Lab Urba, c'est-à-dire un laboratoire de recherche sur l'urbanisme à l'université Gustave Eiffel. Tu es chercheur associé, tu es chercheur indépendant, car les chercheurs travaillent aussi de manière indépendante dans le secteur privé. Et tu animes le groupe de travail sur les données au sein du laboratoire d'initiative foncière territoriale innovante, le LIFTI, qui a déjà été en partenariat avec Palladio cette année récemment. On va discuter donc avec Alexandre dans un instant sur les enjeux notamment de la définition de la valeur. Je vous présente notre deuxième intervenante qui sera Katayoun Panahi. Mais non, c'est Charlotte Girard. Je vous prie de nous excuser, Katayoun a un empêchement personnel. Charlotte, tu es directrice de la transformation et de l'innovation de la transition et de l'innovation de SNCF Immobilier. Michel Renet, avec qui nous travaillons au sein de la Fondation Palladio, notamment sur les questions de foncier, interviendra au titre de l'étude Chevreux. Enfin, on ne te présente plus, Michel, et notamment sur les questions de comment on parle d'innovation aussi dans un contexte juridique. Et last but not least, avec Charles-Antoine Depardon, nous conclurons notamment sur la parole représentante d'un acteur public, la ville de Paris, Charles-Antoine étant conseiller technique d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint à l'urbanisme de Anne Hidalgo. Les questions de ces nouveaux horizons de la valeur, avant de juste commencer, moi je me rappelle d'une phrase dans un livre de Bruno Latour et de Michel Callon, nos auteurs favoris, qui disait « Et pourtant, ils calculent ». Et pourtant, la Terre tourne. C'était à l'époque, lorsqu'on a découvert qu'elle tournait, quoi qu'on en dise. Eh bien, eux, ils disaient « Eppure calcolano », et pourtant, ils calculent. C'est-à-dire que le propre de l'homme, ce serait peut-être juste de calculer, de faire des tableurs Excel, d'essayer de faire rentrer dans des équations des valeurs, des choses qui existent dans la réalité. Et on se rend compte que tout ça concourt à former des rationalités économiques et que tout ça peut justement avoir un impact sur le réel. Mais alors, première question, Alexandre. Que dit-on réellement en théorie économique sur la définition de ce qu'est la valeur ? Bonjour à tous et à toutes. Merci Étienne pour cette question, qui est d'emblée une question très large et à la fois très intéressante. Il y a beaucoup de courants théoriques qui permettent de penser la valeur, évidemment. Je pourrais en citer deux, qui sont un peu les deux courants structurants en économie. Le premier est celui des économistes dits classiques. Vous connaissez tous ça depuis vos cours de lycée. Adam Smith et Ricardo qui se sont confrontés à une théorie de la valeur en partant du paradoxe de l'eau et du diamant. Ça vous rappelle peut-être des choses. L'eau est essentielle à la vie, pourtant elle est très bon marché. Le diamant est inutile à la vie, pourtant il coûte très cher. Comment comprendre d'un point de vue économique ce paradoxe ? Et eux, ils ont fondé une approche de la valeur qui est essentiellement basée sur le travail. Ils vont dire que finalement, si l'eau est si bon marché, c'est qu'il suffit de se pencher pour la prendre dans une rivière, alors qu'un diamant, il va falloir construire des outils, creuser des tunnels dans des montagnes, extraire la roche, polir le diamant, etc., etc. Et finalement, la très forte valeur du diamant est liée à la quantité énorme de travail qu'il faut injecter dans la chose avant de la mettre sur le marché.
Donc là, on a une théorie de la valeur qui va être vraiment basée sur le travail, qui va être repris aussi plus tard par Karl Marx, qui va la prolonger, la critiquer avec cette notion de surtravail sur laquelle on ne va pas revenir, mais qui va partager cette idée que la valeur des choses est liée au travail, auquel il va ajouter aussi une sorte de survaleur, qui est celle de l'entrepreneur à côté du travailleur, qui lui va vouloir capter du profit et va vouloir à peu près capter un profit qui correspond au moins au profit moyen qu'il constate dans l'économie de sa période, et donc va s'ajouter aussi une survaleur qui est liée à ce profit. Et donc toute cette discussion théorique finalement va constituer ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie politique, et qui est une première proposition théorique sur la question de la valeur. Plus tard, les économistes vont abandonner, ou en tout cas le courant dominant en économie va abandonner cette question de la valeur travail, avec le courant dit des marginalistes, avec des auteurs comme Pareto ou Walras, qui vont changer complètement de perspective et qui vont dire finalement, pour comprendre la valeur des choses, il faut repartir des individus. Et il faut repartir de ce qu'on appelle l'utilité, ou l'utilité marginale. Alors l'utilité, qu'est-ce que c'est ? C'est la satisfaction que nous procure un objet, une marchandise, lorsqu'on la consomme. Et il faut partir de ces utilités, utilités qu'on peut aussi mathématiser, mettre en formule. Et donc l'ensemble des utilités des individus pour un bien donné va former ce qu'on peut appeler une courbe de demande. Et face à cette courbe de demande, on va opposer une courbe d'offre, qui est celle des producteurs, qui ont eux-mêmes une fonction de production, c'est-à-dire une capacité à mettre sur le marché cette marchandise. Et la rencontre entre ces deux courbes va se faire autour d'un prix, qui est le prix d'équilibre des marchés. Bon, on ne rentre pas dans le détail, mais là vous voyez qu'on a complètement changé la perspective. Dans cette perspective, si le diamant est très cher, ce n'est plus parce qu'il y a beaucoup de travail injecté dans le diamant, mais c'est parce que en fait, le diamant est très rare, tout le monde le veut, or peu de monde sont capables de le mettre sur le marché. Donc c'est les effets de rareté qui vont créer de la valeur. Et là, vous voyez, en fait, le changement de perspective, il est assez radical, parce que la valeur n'est plus intrinsèque aux choses, elle n'existe plus en dehors du marché, les choses ont de la valeur quand elles arrivent sur le marché. Donc la valeur, c'est la valeur d'échange, ni plus ni moins. Donc là, on voit aussi, on peut imaginer les implications politiques que peut avoir ce changement de conception de la valeur. Ce qu'il faut retenir de cette histoire extrêmement rapide de la pensée sur la valeur, c'est qu'en fait, il n'y a pas de consensus chez les économistes, et on pourrait multiplier les exemples. En fait, personne ne s'entend sur la théorie de la valeur. Il y a une controverse scientifique qui est très forte. Alors, les plus obstinés vont essayer de montrer que leur théorie est la meilleure. Les autres, plus pragmatiques, vont dire que finalement, les prix sont basés sur différents régimes. Parfois, c'est la question du travail qui va primer dans la formation des prix. D'autres fois, c'est la question des conditions d'offre et de demande qui vont former les prix, etc. Et globalement, on a des prix qui sont un petit peu composites, qui peuvent être expliqués par différents mécanismes. Mais il est important, à mon sens, de comprendre qu'il n'y a pas de théorie unifiée de la valeur, parce que derrière, finalement, les réponses politiques qu'on peut apporter lorsqu'on veut la réguler, lorsqu'on veut la faire évoluer, en fait, elles dépendent de la théorie qu'on se donne pour les penser. Donc il n'y a pas de, on va dire, de solution politique qui va de soi. Cela dépend de la façon dont on se représente la valeur et la façon dont on la forme. Alors, s'il n'y a pas de consensus scientifique sur la définition de la valeur, il n'en reste pas moins qu'il y a plein d'acteurs économiques, et nombreux sont présents ici aujourd'hui, qui utilisent des tableaux Excel, ont des formules, font des comptes. Qu'en est-il dans la production urbaine, et même dans le secteur immobilier en particulier, sur ce qu'est la valeur ? Ouais, alors la question de l'immobilier et de l'urbain en général a donné beaucoup de fil à retordre aux théoriciens de la valeur. Parce qu'en fait, une fois qu'on veut appliquer les théories existantes sur la valeur à l'urbain et à l'immobilier, en fait, on fait face à quelque chose de tout à fait nouveau, c'est qu'il faut prendre en compte l'espace. Et quand on prend en compte l'espace, la localisation des choses, ça change toute la théorie. Et donc là, au XXe siècle, on a eu un gros travail théorique pour essayer d'adapter toutes ces théories de la valeur au cadre urbain. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, l'approche marginaliste s'est traduite dans une approche en économie aujourd'hui qu'on appelle les prix hédoniques. L'approche marxiste a débouché sur les théories de la rente foncière ou du spatial fixe pour les auteurs américains. Donc il y a eu tout un travail pour adapter conceptuellement ces réflexions au cadre urbain. Ce qui est intéressant aussi, je pense, dans la question urbaine, c'est qu'on peut faire un parallèle entre ces controverses scientifiques et les pratiques d'acteurs. Parce que si vous demandez à des acteurs comment on évalue la valeur d'un bien immobilier, vous allez comprendre qu'il n'y a pas une façon de faire, il y a plusieurs façons de faire. On va vous dire, il y a la méthode par comparaison. La méthode par comparaison, mon bien vaut le prix auquel a été vendu un bien comparable
dans un espace proche et dans une période proche. Donc là, on voit un petit peu le raisonnement marginaliste affleuré, c'est-à-dire qu'il n'y a de valeur que de valeur d'échange, et ce que je vends, en fait, dépend du prix auquel ont été vendus des biens similaires. Ensuite, vous avez une approche qui est l'approche en termes de bilan, le fameux bilan de promotion. Et là, on est plus sur une approche en termes de coût de production. C'est-à-dire que les objets urbains vont me demander voilà, des coûts. Il va falloir payer ces coûts pour produire, pour construire la ville. Sur ces coûts, je vais rajouter une marge, un espoir de profit sur ce projet-là. Et donc, l'addition de ces deux choses va plus ou moins former le prix de cet élément immobilier. Et puis, vous avez une troisième façon d'appréhender la valeur dans les professionnels de l'immobilier, qui est plus contemporaine, on pourrait dire, ou plus financière, qui est les formules qui se rapprochent de la question de la valeur actuelle nette, c'est-à-dire la valeur des choses, c'est ce qu'elles vont me rapporter en termes de flux futurs de revenus, c'est-à-dire des loyers. Et finalement, pour comprendre la valeur d'une chose, on va partir des revenus produits par ce bien immobilier, qu'on va actualiser avec une formule d'actualisation, avec un taux d'actualisation, qui renvoie là encore à une sorte d'espérance de profit ou de taux de profit visé par la personne qui va mettre en œuvre cette formule. Et donc là, on est sur trois conceptions de la valeur, en fait, qui renvoient peu ou prou à différentes théories de la valeur. Et en fait, il n'y a pas de consensus au sein des professionnels de l'immobilier sur la formule qui serait la formule principale. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que si on évalue un même bien avec ces différentes approches, on va tomber sur des prix extrêmement différents. Et vous avez peut-être eu des cas qui sont assez emblématiques où des appartements à Paris sont vendus à un certain prix, et puis ensuite on les met sur des locations saisonnières de type Airbnb, et là ils génèrent un flux de revenus extrêmement important. Et donc quand le propriétaire va revendre ses biens, il va prendre en compte que son bien génère des flux, et donc le prix va beaucoup augmenter parce qu'on a changé en fait la conception de la valeur, la façon de penser la valeur. Voilà. Est-ce que dans les débats actuels, parce que là on a fait une photographie entre les approches théoriques et puis les approches plus pratiques, néanmoins dans les débats qui sont les nôtres aujourd'hui, notamment sur la valeur écologique, la valeur environnementale, on pourrait aussi parler de la valeur de l'impact social, est-ce que les chercheurs en socio-économie peuvent aider à éclairer le débat et à guider la réflexion ? Oui, alors on a beaucoup parlé d'économistes, il faut aussi parler des sociologues, mais aussi des géographes, des historiens, qui ont aussi pensé la valeur et qui, eux, ont eu une posture assez différente. Puisqu'on voit très bien chez les économistes, en tout cas les auteurs qu'on cite le plus souvent, il y a cette volonté d'aller chercher une loi naturelle des prix, c'est-à-dire une loi qui serait valable de tout temps, en tout lieu. Les sociologues vont avoir tendance à avoir une approche complètement différente, en prenant acte en fait qu'il y a une diversité de façons de mesurer les prix, et justement vont travailler sur cette diversité et vont dire que le prix d'une chose, c'est finalement le résultat de la formule que les êtres humains se sont donnés à un moment donné, dans un territoire donné, pour mesurer cette chose, pour mesurer la valeur de cette chose. Et donc on renverse la perspective, on est plus dans une approche qu'on pourrait appeler constructiviste, c'est-à-dire il n'y a pas de prix en soi, il n'y a que des constructions sociales autour d'un accord entre les acteurs sur la valeur des choses, mais elles n'ont plus vraiment de valeur qui serait liée à une valeur naturelle, ou en tout cas valable de tout temps. Et ça, c'est le renversement de perspective intéressante qu'apporte la sociologie. Et là, finalement, ce qui va compter dans ces travaux-là, c'est de voir comment, qu'est-ce qu'on compte et comment on compte. Et là, il y a des travaux extrêmement intéressants sur l'histoire de la comptabilité, etc., de voir comment, en fait, on fait évoluer notre façon de mesurer les choses. Voilà. Alors, la question de la valeur immobilière peut être prise dans cette réflexion-là. On parlait tout à l'heure des méthodes par comparaison. Lorsqu'on dit en fait la valeur de mon bien, c'est le prix auquel a été vendu un bien comparable, ben, on n'a pas défini ce qui était comparable. Qu'est-ce que ça veut dire comparable ? Est-ce que c'est la même rue, la même adresse ? Est-ce qu'on prend en compte la même surface, le même nombre de pièces ? Est-ce qu'on intègre la qualité des matériaux ? Est-ce qu'on intègre l'orientation est-ouest du bien, etc., etc. Vous voyez que la liste des critères pour définir cette comparabilité, elle est infinie en fait. Et en fait, à un moment, les acteurs vont devoir se mettre d'accord, vont devoir faire émerger une convention de dire, bah, voilà, on s'accorde que la comparabilité, c'est tel ou tel critère dans telle ou telle situation. Et c'est ça qui intéresse, on va dire, la perspective sociologique, c'est la construction de ces accords et ces désaccords autour de la définition des choses. Et c'est là où, je pense, on peut faire rentrer des conceptions un peu alternatives de la valeur,
puisque si la liste des critères pour définir les biens n'est pas finie à un moment donné, on peut potentiellement intégrer toute chose. Et on peut intégrer notamment des critères environnementaux, puisque c'est un des sujets qui se pose aujourd'hui. Et la question du DPE est un très bon exemple. On a rendu obligatoire la production d'un DPE, le diagnostic de performance énergétique, avant la vente d'un bien. Alors, quel est l'objectif derrière cette mesure politique? C'est sûrement des... Ils sont peu nombreux, mais c'est sûrement des personnes politiques qui avaient dû lire de la sociologie, parce que qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire qu'on va pousser les acteurs, dans leur routine d'évaluation des biens, à intégrer un nouveau critère, intégrer le critère de performance énergétique. Okay, donc on produit une information pour que cette information soit prise en compte au moment où on va évaluer les biens. Et l'objectif politique derrière, c'est bien ça, derrière le DPE. Alors l'histoire du DPE est intéressante, parce que pendant très longtemps, on a produit des DPE et toutes les analyses économiques montraient qu'ils n'étaient jamais pris en compte dans le calcul de la valeur. Et donc là, la réglementation a passé un autre niveau en disant on va interdire la location des passoires énergétiques. Ces fameuses lettres F et G, on va interdire leur location. Donc là, c'est un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on va obliger finalement les acteurs à intégrer dans leur formule de calcul ce critère environnemental qui est incarné par le DPE, et notamment chez tous ceux qui ont une conception de la valeur basée sur la valeur actuelle nette, puisque dans l'avenir, on ne pourra plus collecter de loyer si on a un bien qui n'est pas assez performant. Et donc on va intégrer dans les routines en fait, d'évaluation des critères environnementaux. Et là, qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue théorique? En fait, on va essayer d'intégrer dans la valeur économique les valeurs au sens politique, social, environnemental. Et donc ça, c'est vraiment un apport, on va dire, des sciences sociales qui nous permettent de penser ça. Alors je voudrais juste finir mon propos, et puis ensuite je laisserai la parole aux autres intervenants, sur le risque qui effleure quand on est là. C'est-à-dire que, enfin un risque, en tout cas, c'est un sujet de discussion qu'on pourra avoir ensemble. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que les choses, les marchandises peuvent être évaluées avec des critères environnementaux, on a un peu cette tentation ensuite de glisser et de dire que aussi les éléments de nature, les éléments de l'environnement peuvent être évalués, peuvent être crédités d'une valeur marchande. Et là, il y a beaucoup d'approches aujourd'hui qui sont des approches en termes de capital naturel ou de services économiques rendus par la nature. Et ça fait l'objet d'un débat, c'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment la bonne perspective pour relever les enjeux environnementaux auxquels on fait face aujourd'hui? C'est une vraie question. Je vais vous citer un exemple qui est un exemple extrême que j'ai repris dans un livre de Jean-Marie Haribé, qui est celui des chauves-souris. Donc, les chauves-souris, il y a un groupe de chercheurs aux États-Unis, emmené par Justin Boyles, qui ont constaté que les chauves-souris avaient tendance à disparaître aux États-Unis du fait du réchauffement climatique et de l'apparition de maladies. Et ils se sont posé une question qui peut paraître saugrenue: quelle est la valeur des chauves-souris? Quelle est la valeur économique des chauves-souris aux États-Unis? Et pour répondre à cette question, en fait, ils sont partis du principe que les chauves-souris rendaient service à l'économie américaine. Alors comment elles rendent service à l'économie américaine? En dévorant finalement les petits insectes qui vont détruire les récoltes des agriculteurs américains. Et donc ils ont tenté d'évaluer la valeur monétaire de ce service. Et ils ont été amenés à trouver la valeur de 22 milliards d'euros. Alors pourquoi 22 milliards d'euros? Et c'est là où certaines de ces approches sont assez discutables, parce qu'en fait 22 milliards d'euros, c'est le prix que représentent les pesticides qu'on devrait utiliser pour compenser la disparition des chauves-souris et pour ne pas que les insectes dévorent les cultures des agriculteurs américains. Donc en fait, cette question de l'intégration de critères environnementaux dans l'évaluation des marchandises, c'est un débat. Et l'autre débat, c'est jusqu'où en fait on va dans ces logiques de connexion entre la nature et les marchés. Est-ce qu'on met une limite au marché et on se dit que ce qui est à l'extérieur du marché doit rester à l'extérieur du marché? Ou est-ce qu'on fait entrer dans le marché finalement tout ce qui existe, y compris l'environnement, on lui crédite une valeur monétaire? Mais après, le risque, c'est d'avoir des dérives et qu'on puisse se dire, si les chauves-souris valent 22 milliards, il suffit de mettre 22 milliards sur la table et puis on peut se passer des chauves-souris. Voilà. Sur cette question, justement, les questions de compensation, d'évaluation, de prise en compte des valeurs, les propriétaires s'y intéressent. Alors, on a de la chance d'avoir avec nous ce matin la deuxième plus grande propriétaire foncière de France. Charlotte, tu représentes SNCF Immobilier, puisque
chemin faisant, toutes ces lignes ferroviaires, ces terrains ferroviaires qui étaient aux marges des villes quand elles ont été créées, sont devenus les centres souvent des métropoles. Et donc SNCF Immobilier a un parc résidentiel, des terrains fonciers considérables, et a pris la parole durant cette année via Katayoun Panahi pour dire justement il faut changer la façon dont on prend en compte les valeurs dans la préparation des projets immobiliers. Tout à fait. Alors, je ferai un tout petit peu d'histoire pour éventuellement ceux qui ne connaissent pas SNCF Immobilier. On a été créé en 2015. Donc, nous, on va gérer de l'ordre de 100 000 logements qui sont avec notre filiale ICF Habitat. On va gérer à peu près 30 000 hectares qui portent pour 20 000 hectares d'entre eux des bâtiments de production de la SNCF. Et c'est à peu près 8 millions de mètres carrés, ces bâtiments de production. Et vous allez ensuite avoir 4 millions de mètres carrés qui sont les bâtiments de gare, là où il y a des voyageurs. Donc l'immobilier pur, enfin complet de la SNCF, c'est 12 millions de mètres carrés, 30 000 hectares. Et il faut rajouter 80 000 hectares pour tout ce qui est plateforme de voies. Et là, tout de suite, on tombe sur le bon sujet, c'est que tout ça a de la valeur parce que c'est des lieux de production. C'est une valeur d'usage et je pense que personne aujourd'hui en tout cas se dit qu'on peut vendre 80 000 hectares de plateformes de voies. En tout cas, c'est vraiment pas dans l'esprit du temps. Et donc aujourd'hui, la question qu'on a nous à affronter, elle est multiple. Elle est tout d'abord que l'immobilier de la SNCF étant un immobilier de production, l'essentiel est de rendre performant cet outil de production. Donc ça, c'est quand même l'essentiel du travail que fait aujourd'hui SNCF Immobilier. Et il se trouve que dans une entreprise telle que la nôtre, industrielle, avec des révolutions assez régulières, on a des adaptations de cet outil industriel qui permettent d'avoir ce qu'on appelle des terrains inutiles au ferroviaire et qui, du coup, rentrent dans d'autres logiques. Et ça, c'est important de le dire aussi, parce que dans les critères d'arbitrage de l'entreprise, que certains d'entre vous trouvent parfois très longs, il faut comprendre que l'arbitrage, il est est-ce que je vais développer de l'industrie, est-ce que je vais développer de la ville, et de toute façon, pour développer mon industrie ferroviaire, il faut que je développe de la ville. Donc on est tout de suite au cœur d'injonctions qui peuvent être très contradictoires. Il y a plein d'exemples que tout le monde peut avoir. Et en tout cas, ce que nous, on s'est dit assez récemment peut-être, mais en tout cas, c'est que on avait besoin de remettre sur la table cette discussion de la valeur. Et c'est tout ce qui a été évoqué précédemment. C'est à partir du moment, finalement, on se dit, mais qu'est-ce qui a réellement de la valeur ? En tout cas, qu'est-ce qui a réellement de la valeur au XXIe siècle pour un acteur comme SNCF, groupe SNCF ? On voit bien que, en fait, on est face à une question gigantesque, systémique, globale, et certainement une révolution de pensée, en réalité, pour laquelle il faut absolument que tous nos métiers travaillent ensemble. Donc ça, c'est un des points prioritaires. On a, dans plusieurs groupes de travail ici, on est impliqués parce qu'on est persuadé que c'est par cet angle collectif qu'on arrivera aussi à mieux définir les choses si on se dit qu'on est réellement au démarrage d'une nouvelle ère de cette question de la valeur. Une fois qu'on avait posé ça, donc c'est la partie, j'allais dire, construction intellectuelle du sujet. Donc on accueille des personnes en thèse CIFRE qui travaillent sur cette question de la valeur à l'échelle européenne. Et c'est important en fait de vraiment pouvoir soutenir toute cette question de la recherche à l'université et de l'innovation également. Il y a la construction sociale, c'est ce qu'on a évoqué précédemment, que tu présentais, qui est hyper importante et qui en plus, je pense, dépend des territoires où on se trouve. C'est-à-dire que la construction sociale au cœur de Paris, c'est pas la construction sociale à Montluçon de la valeur et c'est pas la construction sociale à Landivisiau de la valeur. Sauf que nous, on a du patrimoine partout, dans quasiment toutes les villes de France, toutes les typologies de patrimoine, du site industriel à la bibliothèque, au centre médical, à la colonie de vacances. Et donc la construction sociale qui, par exemple, s'attache à qu'est-ce qu'un centre de vacances, elle n'est pas du tout la même, ne serait-ce qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans. En tout cas, on s'interroge beaucoup sur se dire peut-être que ces centres de vacances, c'est demain des actifs très précieux, à la fois pour des salariés SNCF, mais globalement pour la population qui va certainement prendre moins l'avion, aller moins loin et aura besoin de lieux de vacances agréables à proximité du train. Et là, on rentre dans le sujet qui nous semble aujourd'hui essentiel, c'est qu'il faut absolument qu'on reconsidère cette question de la valeur à l'aune de l'urgence climatique dans laquelle on se trouve, et certainement se dire que nos terrains disponibles au cœur des grandes villes, ils ont un premier objectif de réparation et d'accompagnement, en tout cas d'adaptation au changement climatique, donc de renaturation, de retrouver de la pleine terre, d'atténuer les puits les dômes de chaleur en été qui déjà pour nous posent des questions de fonctionnement de nos outils industriels. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans le cœur des villes. Quand on va être, j'allais dire, à l'opposé dans des territoires beaucoup moins denses, c'est la question de se dire, ces espaces, finalement, c'est des ressources absolument
essentielle et précieuse pour la transition écologique. On pourrait tout à fait considérer, et d'ailleurs on a déjà des forêts sur certains de nos terrains, on pourrait cultiver des biomatériaux comme du lin pour faire les rénovations thermiques de nos bâtiments, puisqu'on est engagé dans un programme de rénovation thermique. On pourrait évidemment produire des ENR sur certains sites. Donc on voit bien que la question de la ressource et de ces terrains qui peut-être, il y a même 5 ans, semblaient potentiellement des boulets ou des charges, deviennent une ressource extrêmement précieuse pour l'entreprise. Et pour finir, dans la troisième catégorie, il y a la situation périphérique, où là, pour nous, l'essentiel aujourd'hui de la valeur va être dans la capacité à rapprocher l'habitat, les activités de l'infrastructure de transport. En gros, aujourd'hui, on a fait plein de parkings aux abords des gares, les gens prennent leur voiture, font 5 km pour aller vivre dans leur maison. Si on se dit que dans quelques années, pour des raisons soit de santé, soit économiques, ils ne pourront plus faire ces trajets-là, il y a vraiment un point essentiel, ce qu'on appelle, nous, la ville du kilomètre. Alors, il y a la ville du quart d'heure, mais la ville du kilomètre, c'est se dire qu'il faut rapprocher au maximum là où on vit, là où on travaille, des transports décarbonés, qu'ils soient ferroviaires ou d'autres natures de transport. Mais très concrètement, pour SNCF Immobilier, quand des terrains sont disponibles dans des zones très denses, et je pense à la métropole parisienne, il y a un prix du mètre carré, et puis en même temps, on veut faire des espaces verts ou des solutions qui répondent pour faire des îlots de fraîcheur. Mais ce n'est pas le même prix. Ce n'est pas un dilemme cornélien pour vous ? Alors, ce qui est important, c'est que justement, on s'est dit, il y a certes toute cette volonté stratégique de l'entreprise, mais il y a aussi réellement compter de quoi on parle. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer les effets de ces changements de posture? Et donc, on a pris un cas d'étude dans un terrain, je ne citerai pas, mais situation très dense dans Paris. Finalement, le fait de choisir de faire plutôt un parc et des espaces verts, ça crée quoi comme valeur? Alors, ça crée des valeurs qui semblent assez évidentes, de lien social, de santé, de rafraîchissement, qualité des sols, d'éviter certains ruissellements et donc des coûts pour les collectivités dans la gestion des phénomènes d'inondation. Et puis, ça rajoute de la valeur, de toute façon, j'allais dire, à la ville déjà existante, c'est-à-dire à toutes les ventes et les transactions qui vont se faire à proximité de cet espace vert. Et donc, on a tenté de le mesurer en se disant, quand je suis à 50 mètres avec vue sur le parc, mon bien va prendre telle valeur. Quand je suis à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, bon, voilà. On a essayé de mesurer ça et on s'est dit, en réalité, sur ces cessions et ces transactions, il y a des droits de mutation qui sont encaissés par des collectivités, en tout cas par le public. Et ces droits de mutation, ils vont être impactés par la valeur qui est créée avec cet espace vert. Et donc, on a essayé de mesurer ça. Et en réalité, on est très vite sur des très, très fortes valeurs dans des territoires type hyperdense parisien. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait mesurer et intégrer dès le démarrage de la négociation pour que, justement, tous les propriétaires à qui sembleraient considérer que c'est une perte de valeur de mettre de l'espace vert plutôt que de mettre un immeuble de construction, par exemple, voient tout de suite l'effet plus valorisation de leur terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas loin d'y arriver. En tout cas, je pense qu'on en parlera dans le cadre du PLU bioclimatique parisien, mais c'est évident qu'il y a de la création de valeur. C'est pas parce qu'aujourd'hui on ne sait pas la mesurer ou on ne sait pas la discuter tous ensemble qu'elle n'existe pas. Donc voilà, nous on essaie d'être sur cette ligne-là, mais évidemment qu'on soumet à discussion ensemble. Il y a eu des publications qu'on pourra partager sur cette petite étude d'un cas pratique et qui est assez intéressante, et je pense qu'on est tous capables de faire cette étude ici. Et est-ce qu'aujourd'hui, on commence à parler avec des nouvelles formes de langage, on connaissait le prix au mètre carré, puis on commence tous à parler de tonnes équivalent CO2 évitées. Est-ce que le prix au mètre carré peut sérieusement être challengé, si je prends un mauvais mot, par le prix de la tonne équivalent CO2 évitée ? Alors malheureusement pas encore. Nous on a fait un petit calcul sur 1 hectare, on plante 3500 arbres, ça fait 35 tonnes de carbone annuel évitées. À 100 € la tonne carbone, ça fait 3500 €. Autant dire rien du tout par rapport au prix d'un foncier dans Paris destiné à être construit. Maintenant, l'engagement qu'on peut prendre de se dire c'est plus une question de choix, c'est une question de survie, et c'est comme ça que le système urbain et nos sociétés vont réussir à être résilientes. Et à s'adapter à des changements qui vont être certainement plus rapides et plus soudains que ce qu'on imagine. Ça a une valeur fondamentale. Alors peut-être parce que nous, on est une infrastructure de réseau et que, en fait, derrière, qu'est-ce qu'on se dit? C'est qu'il nous faut des infrastructures écologiques pour résister à la question de la transition et au changement climatique. Et ça, quelque part,
nous et d'autres acteurs avons notre rôle à jouer sur cette question de l'infrastructure écologique. Merci Charlotte. On reviendra dans les échanges pour rebondir sur ces propos. On aura toujours besoin des notaires dans notre vie, n'est-ce pas Michel ? Et au sein de l'étude Chevreux, cette question est importante puisque le droit continue, mais les valeurs peuvent changer. Une de mes premières questions, c'est de savoir en quoi la valeur est importante dans la production urbaine quand on a le point de vue plutôt juridique et notarial. Alors déjà, sur les notaires, on existe depuis Saint-Louis, donc voilà, mais je ne suis pas sûre qu'on soit totalement essentiel jusqu'au bout, au bout de la vie, mais on verra. On verra. Toujours est-il que, en ce qui concerne la question de la valeur, je vais vous faire quatre petits focus. Déjà, un focus historique. On va dire, les 15 premières années des années 2000, j'ai été occupée, parce que en fait, je suis notaire de beaucoup de propriétaires, de grands propriétaires publics et privés, par faire des appels d'offres où finalement la valeur d'un bien, c'était celui qui proposait le prix le plus élevé. En fait, ça a été une occupation constante des propriétaires et c'était la seule préoccupation, c'est-à-dire tirer la meilleure valeur en termes de montant de leur foncier, de leur propriété. À partir de là, il y a deux choses qui ont fait évoluer, on va dire, cette façon de faire. Premièrement, les collectivités locales se sont rendues compte que cette façon de faire pouvait être extrêmement problématique dans le cadre des développements des villes. Et donc, il y a eu, dans un certain nombre de consultations qui ont été faites, des volontés publiques fortes qui ont bouleverser les valeurs qui étaient envisagées. Je donne un exemple assez frappant. Les entrepôts McDonald's au nord de Paris, on est 2006. Donc un propriétaire lance une consultation pour vendre les entrepôts McDonald's. Si on valorisait le bien à son usage d'entrepôt, le bien valait 180 millions. Et il y avait des offres dans le cadre de la consultation à 180 millions. Si on développait une opération immobilière telle qu'elle s'est développée dans les années 2010, le bien ne valait plus qu'entre 90 et 100 millions. Donc on voit qu'on avait un écart de valeur absolument considérable. Et c'est la volonté publique qui, à un moment donné, a fait basculer la valeur. Donc on voit que ça, c'est un point important. Autre élément important dans l'histoire qui a fait évoluer la valeur, notamment par rapport à ces cessions de grands fonciers publics, c'est pour moi un moment de bascule qui a été Réinventer Paris. Alors il y avait d'autres phénomènes, hein, mais Réinventer Paris a été un moment très fort où en fait ce qui a été acté, c'est que oui, le prix était un élément important de la consultation, mais ce qui était encore plus important, c'est ce que l'on faisait dessus, c'est-à-dire ce que ça allait apporter à la ville et la programmation que ça pouvait et la programmation qu'il allait avoir dessus, et ce que ça allait apporter aux riverains, rapporter à la ville de manière générale. Et donc ça, c'est quelque chose qui a commencé à faire changer le rapport à la valeur. Donc ça, c'est une première observation que je voulais faire. Deuxième observation, c'est valeur et régulation. Et ça, je pense que c'est aussi un sujet important, c'est que l'absence de régulation a des conséquences très souvent sur la valeur. Notamment, on voit le phénomène des meublés touristiques à Paris, où aujourd'hui, en fait, on a depuis 2014 une régulation de plus en plus importante des meublés touristiques. Mais cette régulation, elle est allée finalement, elle ne s'est pas faite d'un coup, elle a été progressive, où on a protégé le logement, on a protégé fin 2021 le commerce, mais à Paris, par exemple, le bureau n'est toujours pas protégé. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on constate,
constate dans un certain nombre d'arrondissements parisiens, c'est un phénomène de transformation des bureaux, notamment des plateaux de bureaux en meublé touristique, parce qu'aujourd'hui, finalement, la valeur de rendement du meublé touristique est bien supérieure à celle du bureau. Et donc on voit comment, finalement, l'absence de régulation a pour conséquence une transformation de la valeur des biens. Troisième observation par rapport à cette question de valeur, c'est que on voit qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui sont en train de transformer de manière assez massive la manière d'apprécier la valeur, notamment la valeur du logement. Pendant très longtemps, ce qui comptait pour la valeur d'un logement, c'était sa localisation, donc au cœur de Paris, dans des arrondissements extraordinaires, mais avec une vue splendide sur le littoral, etc., etc. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que sur la question de la localisation, en fait, cette question du bel endroit ou de l'endroit ultra desservi, etc., vient arriver la question du risque. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez un risque d'inondation, un risque de tremblement de terre, voire un risque de feu de forêt, on voit que ça a un impact aujourd'hui fort sur la valeur. Et je dirais l'exemple le plus topique en la manière, c'est ce qui se passe sur le littoral avec l'érosion marine et avec un certain nombre de biens qui ont eu une valeur considérable et qui aujourd'hui, de par leur localisation à risque extrêmement forte, sont en train de perdre de la valeur. Et quatrième focus en ce qui concerne la valeur, c'est que, en fait, ce qu'on voit apparaître depuis quelques années, c'est l'arrivée d'une vraie valeur pour les biens naturels. Et avec notamment, et ça commence, avec notamment, nous on le voit en matière notariale, les obligations réelles environnementales, hein, puisque c'est un contrat notarié qui existe donc depuis 2016. Donc au départ c'était une sorte d'ovni, personne ne savait quoi en faire, comment s'en servir. Et en fait on voit que ce phénomène, enfin cet outil juridique est en train de se développer, d'intéresser de plus en plus de monde. Et en fait, on a deux manières de l'utiliser aujourd'hui. Une utilisation qui est une utilisation de préservation, où on a un certain nombre de propriétaires qui se rendent compte qu'ils ont entre les mains un bien alors qu'il y a une valeur, pas non monétaire, mais une valeur notamment environnementale, de biodiversité extrêmement forte, et qu'il est fondamental de préserver ce bien, et que l'ORE est un outil de préservation, puisqu'elle fige dans le temps l'utilisation, tout en mettant en place un certain nombre de mesures de préservation et de développement de ces espaces naturels. Et puis aujourd'hui, l'ORE est également un outil qui permet d'assurer de la compensation dans le cadre de projets qui vont nécessiter de la compensation. Donc voilà les 4 points qui me paraissent importants aujourd'hui de vous dire. Sur ce dernier point, on pourrait se poser la question de savoir si entre acteurs publics, acteurs privés, entre biens publics et biens privés, il y aurait peut-être aussi des logiques de biens communs entre les deux qui pourraient servir de réflexion. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Alors, spoiler, non. Quand on parle de Paris, parce qu'il y a très peu de biens communs, tu me le disais l'autre jour. Mais concrètement, ça veut dire quoi justement travailler sur la valeur environnementale de certains biens quand ils ne sont pas nécessairement publics? Alors, il y a très peu de biens communs au sens juridique du terme tel qu'on l'entendait dans l'histoire. C'est-à-dire, quand on a préparé ensemble, tu me disais, mais le four commun, l'endroit que tout le monde pouvait utiliser dans les villages, dans les villes, est-ce que ça existe à Paris, etc. Alors, peut-être que quelqu'un me détrompera, je pense que non. En revanche, et je pense que cette fonction de bien commun a largement été appropriée par ce que j'appellerais l'espace public, où les collectivités locales, notamment, via l'espace public, rendent un nombre infini de services à la collectivité. En fait, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller voir dans l'espace privé s'il n'y a pas on va dire,
on ne va pas dire des biens communs, mais des espaces qui ont un intérêt pour l'ensemble de la collectivité. Et sur ces espaces qui ont un intérêt pour l'ensemble de la collectivité, je pense qu'il faut réfléchir à une nouvelle manière de faire pour utiliser ces espaces. Alors je ne dis pas qu'il faut aller exproprier tous les espaces communs au sein des espaces privés des grandes collectivités, loin de là ma pensée, mais que ces espaces, de par leur fonction, doivent nécessiter une réflexion globale. Alors, je donne un exemple pour qu'on comprenne ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, ce que je pense, c'est que dans l'espace privé parisien, notamment, vous avez un certain nombre d'espaces non construits, espace non construit qui, pour la plupart, est un espace qui est imperméabilisé, minéral. Et on voit bien que ces espaces non construits, imperméabilisés, sont des potentiels extrêmement importants de renaturation d'espaces privés qui, en fait, sont cette renaturation, cette plantation, cette désimperméabilisation est totalement fondamentale pour assurer, on va dire, un modèle de perdurer et également de vivre mieux et de donner de la valeur aux immeubles qui sont autour. Or, aujourd'hui, on voit bien comment est composée la propriété. Et là, je pense à Bertrand de Feydeau, qui considère qu'aujourd'hui, un des gros problèmes en matière de développement des villes, c'est le fait qu'on a morcelé la ville, c'est-à-dire on l'a découpée notamment en copropriété, et très souvent, en fait, l'espace non construit appartient à plusieurs propriétaires, voire à plusieurs copropriétés, et son retraitement est extrêmement complexe. Et donc là, je pense qu'il y a une vraie responsabilité à trouver des solutions pour faire en sorte qu'on puisse utiliser de bonne manière ces espaces qui sont nécessaires à la collectivité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une modification dans les échelles? Puisque finalement, si on parle d'une cour minéralisée en cœur d'îlot, son propriétaire doit subir un investissement important, enfin doit concéder un investissement important, alors que ce qu'on évoquait tout à l'heure, remettre de la pleine terre, végétaliser, va rafraîchir, mais pas qu'à l'échelle de sa copropriété, à l'échelle de l'îlot. Est-ce que ça pose des questions sur la façon notamment de contribuer financièrement à ces investissements en impliquant les voisins? J'en suis persuadée. J'en suis persuadée parce que je pense que pour persuader une copropriété de faire, à un moment donné, va se poser la question du financement et donc va se poser la question de trouver des financements par tous les propriétaires voisins susceptibles d'être intéressés. Donc oui, bien sûr. C'est une question qui pourrait intéresser Charles-Antoine Depardon. Charles-Antoine, je pense sur ta table de chevet, soit pour faire des rêves, pour penser à des villes meilleures, soit pour t'endormir, tu as le PLU bioclimatique dont tu dois connaître chacune des pages. Plus concrètement, quand on est un acteur public comme la ville de Paris, qui innove en matière de régulation avec le PLU bioclimatique, quel est l'entendement que l'on a de la valeur ? C'est une très bonne question, Étienne, très humblement, parce que je pense qu'il y a eu de très bonnes prises de parole sur le sujet juste avant, donner un peu la perspective d'une collectivité locale, de manière assez neutre. Alors Paris est très particulier, mais ceci dit, je pense que c'est quelque chose qui se retrouve d'ailleurs partout en France. Sur le cas parisien, vous parliez effectivement des différentes manières d'appréhender la valeur. Vous parliez même de questions sociologiques en fonction de... Vous avez cité Montluçon ou Paris. Je crois qu'à Paris, on est vraiment dans un sujet de financiarisation qui est très très fort, très très important, qui est caractéristique d'une zone dense comme Paris. Et donc, dans ce jeu-là, une collectivité locale, elle n'a pas beaucoup d'armes. En réalité, même si Paris est une grosse collectivité puissante, vous parliez des droits de mutation, par exemple, c'est une des façons dont la ville de Paris va capter un peu de la valeur pour faire du bien commun. Mais en réalité, c'est rien du tout. C'est-à-dire que j'avais mal compris ce que vous avez dit sur les arbres, mais planter une forêt à Paris, les droits de mutation supplémentaires qui vont être générés autour, en aucun cas ne permettre à la ville de Paris de générer suffisamment de recettes pour faire ce projet-là. Forcément, la ville de Paris ne pourra pas faire seule. Il faudra qu'elle fasse avec ce qui est la réalité de Paris, et donc on va dire quelque chose d'assez dingue
de prise en compte d'une valeur immobilière qui n'a plus vraiment de réalité, en réalité. Et surtout un marché qui n'est pas français, qui est un marché même mondial, international. Et donc, dans ce cadre-là, on réfléchit effectivement à les manières dont une collectivité, avec ses petits outils, puisse réguler, agir vis-à-vis de cette valeur, avec deux éléments, je pense, nouveaux. Parce que Michel a cité les Réinventer Paris, qui ont été vraiment le point de départ, en tout cas pour beaucoup, de cette prise en compte qu'un bien immobilier, ce n'était pas uniquement une valeur financière, mais aussi ce qu'elle pouvait apporter au quartier, et avec deux éléments nouveaux. Un, la crise climatique, et la prise de conscience de la crise climatique à un niveau, je pense, jamais atteint, avec, à chaque fois qu'on fait une réunion de la ville de Paris sur le sujet, on prend un degré supplémentaire. Donc avec 4 degrés dans 10 ans, notre prochaine réunion sera peut-être 5 degrés dans 10 ans, avec la réalité, peut-être des logements qui seront totalement insalubres. Sous les toits parisiens, par exemple, dans les 10 années qui viennent, avec des pluies torrentielles. Vous l'avez vu l'autre jour, on a eu la grêle qui est tombée. À la ville de Paris, tout le monde disait, vous savez, ça va être tous les 10 jours, bientôt pour les mois de juin qui viennent. Et donc, premier point, c'est une réalité, une urgence à agir impérieuse. On n'a pas tout à fait les moyens pour le faire. Et deuxième élément, c'était d'ailleurs, je crois, une des questions du CNR Logement, où on n'a pas trop vu d'ailleurs de réponse à ce sujet, c'est comment est-ce qu'on réconcilie les Parisiennes, les Parisiens, les Françaises et les Français avec l'acte de bâtir, avec l'acte de construire. Donc on est à essayer de jouer avec cette valeur immobilière, avec ces deux impératifs qui font qu'aujourd'hui, la ville, elle doit regarder un peu dans le temps long. On va parler de temps long et de pastillage. Le mot qui fait discuter, notamment dans le secteur plutôt sur l'immobilier tertiaire. Est-ce que le pastillage, c'est quelque chose qui est contraire à la valeur? Est-ce que ça fait de la ville de Paris un ennemi de la valeur immobilière? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, si la valeur immobilière, c'est uniquement le fait de dire ce bien-là, c'était vendu à côté à tel prix, donc je peux en attendre ce prix-là, oui, un peu. Effectivement, la ville de Paris n'a pas intérêt, en tout cas, n'a pas intérêt à agir pour les Parisiennes et les Parisiens, à laisser, on va dire, cette économie sans régulation. Donc, sur ce côté-là, oui, effectivement, la ville de Paris ne peut pas laisser faire. Après, sur le temps long, en tout cas, il y a le pastillage, mais il y a d'autres mécanismes qui sont proposés dans le PLU, j'y reviendrai après si tu le veux, Étienne, qui, on le pense, vont in fine apporter de la valeur à Paris. On a un exemple qu'on aime bien prendre à Paris, c'est New York, Manhattan. Ce qui est intéressant, c'est que Manhattan, c'est à peu près une échelle similaire à Paris intramuros. Même population, même espace vert. Et à Manhattan, ils n'ont pas eu, on va dire, la chance que l'on a d'avoir un droit de l'urbanisme qui permet de réguler la destination. Et ils ont donc un downtown, l'équivalent de la Défense, et qui est un peu dérégulé. Et suite à la crise Covid, l'équivalent de la Défense à Manhattan, c'est 17,4% de vacances, avec une crise très très forte de l'immobilier de bureau à Paris, de l'immobilier de bureau à New York que Paris ne connaît pas. Et peut-être que Paris ne connaît pas cette crise-là parce que justement, il y a eu, depuis les PLU précédents, une action pour réguler le marché tertiaire à Paris. Aujourd'hui, déjà, dans le PLU actuel, parce qu'on construit, il est interdit de démolir dans ce secteur-là des surfaces d'habitation pour y faire du bureau. C'est déjà le cas. Et donc ça a aussi un peu ralenti les choses. Avec aussi une réflexion qui a été portée, je pense au niveau de la métropole, il faut dézoomer un peu, sur la création de pôles. La crise Covid est passée par là, et nous, on a vu l'effet inverse, avec au contraire une concentration de la demande du tertiaire dans Paris, avec des prix hallucinants qui sont arrivés. Pas plus tard qu'hier, on a vu passer un bien, je crois, une vente à plus de 70 000 € du mètre carré, et c'est pas si rare. Moi, je suis moins expert que les gens qui sont dans la salle, mais ça fait quand même froid dans le dos de voir des niveaux de prix si élevés. Et donc, il faut forcément agir. Et donc, la ville de Paris a utilisé les moyens dont elle dispose, et notamment les emplacements réservés, les prescriptions localisées des PLU. Et donc, le fameux pastillage. Le fameux pastillage. Et parmi d'autres outils, avec la PUR, la direction du logement et de l'habitat, identifié 400 biens à Paris,
immeubles de bureaux, situés dans les secteurs où vraiment il y a un manque de logement très important. Immeubles de bureaux en monopropriété, parce que sinon il n'y aura pas d'évolution, sur lesquels, dans le cadre d'un permis de construire ou d'une vente, la ville de Paris souhaiterait qu'il puisse être fait du logement selon une certaine part. Alors cet outil, il est assez puissant, mais je voudrais aussi un peu expliquer ses limites. Parce que la loi est bien faite, et certes, c'est quelque chose qui peut faire peur, et on le sait, ça fait perdre la valeur intrinsèquement au bien. Enfin, il y a des mécanismes de droit de délaissement qui existent, où si le propriétaire ne souhaite pas faire le logement, il peut mettre en demeure la ville de Paris de le faire, d'acheter. Et si la ville de Paris n'est pas en capacité de le faire, parce que les prix sont importants, c'est possible qu'on n'arrive pas à faire les 400 biens immédiatement, alors la pastille tomberait. Mais c'est un signal, c'est extrêmement important, c'est de dire la ville de demain, c'est la ville mixte. Et en fait, c'est aussi bon, je pense, in fine, pour le fonctionnement de la ville et son métabolisme, que les quartiers ne soient pas totalement monofonctionnels et que dans le quartier central des affaires, vous ayez aussi des écoles qui fonctionnent, un docteur à proximité, etc., etc. Je pense que ça apporte aussi de la valeur pour les employés des bureaux à proximité. Alors, sans dévoiler de secrets ou d'avancées, d'annonces qui peut-être viendront plus tard, mais est-ce que une collectivité peut être plus qu'un régulateur et un planificateur urbain, ce qui est dans ses prérogatives évidentes? Est-ce que la collectivité peut aussi être un acteur d'innovation en termes de gestion, circulation de la valeur, notamment pour les enjeux environnementaux? On essaye. Humblement et dans le cadre de ce que nous permet le code de l'urbanisme, le code de la construction, etc. Bon, déjà, la ville de Paris, on a l'impression, par rapport à la question de la valeur, qu'il y a un petit côté sport de combat. C'est-à-dire qu'il y a eu le combat de l'année dernière qui était les dark stores, les dark kitchens, qui, pour nous, qui était quelque chose qui, sur le papier, avait beaucoup de valeur. Les valorisations de ces entreprises, qui sont d'ailleurs toutes en train de se casser les pieds, étaient extrêmement importantes. Se casser les pieds. Oui, je ne voulais pas dire autre chose. Ouais, merci. Se prennent la figure dans le tapis. Mais c'est assez symptomatique. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent nous voir en disant « Moi, je suis valorisé à temps, c'est bien que j'apporte quelque chose aux habitants. » C'était leur discours. C'était nous dire « Moi, je vaux tant, c'est bien la preuve que les gens, ça les intéresse. » Non. En réalité, avoir sa bière sur son canapé pour moins cher que de l'acheter à la supérette d'en bas, ça s'appelle du dumping, en réalité, et c'est bon pour personne, ni les emplois, ni d'ailleurs la personne qui a acheté la bière, je pense. Donc il y a déjà ce travail-là de la ville de Paris. Et donc on continue, et on continuera de le faire, de défendre nos objectifs pour que Paris soit une ville résiliente et qui fonctionne. Pour la question que tu m'as posée, qui est vraiment d'être innovateur, je pense que le PLU bioclimatique essaye d'innover. En tout cas, là, on va rentrer dans une phase de discussion avec le contrôle de l'égalité et l'État qui va être très importante sur ces sujets-là. Je prendrai 3 exemples. Le premier, c'est de jouer avec la valeur des choses. La ville de Paris, elle ne peut pas décréter des prix. La ville de Paris, elle peut décréter, par contre, un droit à construire. Ça, c'est extrêmement important. Et on a beaucoup joué là-dessus avec les équipes, notamment pour rendre un peu obligatoire la réhabilitation plutôt que la démolition-reconstruction. C'est un PLU qui, dans son ADN, va créer beaucoup plus de droits à construire pour la réhabilitation que pour la démolition-reconstruction. On en parlait tout à l'heure, il y a eu des infographies qui sont parties dans Le Monde notamment, qui montraient qu'on a beaucoup plus d'intérêt, on aura beaucoup plus de surface in fine quand on réhabilitera à Paris, plutôt que quand on démolira, reconstruira. Premier point qui, je pense, a un effet très, très clair, très net, je pense, qui va influer les bilans promoteurs en disant, a priori, je m'en sors mieux si je réhabilite. Deuxième exemple, c'est la question de la mixité fonctionnelle, qui est liée avec le pastillage des biens à Paris, qui est donc cette règle qui dit qu'en zone de développement de l'habitation, le quartier central des affaires en fait partie, à partir du moment où vous réhabilitez 5 000 m² de bureaux, il faudra faire une part de logement. Alors c'est une mesure très forte, qui est basée sur la servitude de mixité sociale. À Paris, quand vous faites du logement et secteur en déficit de logement social, il faut faire un peu de logement social, mais qui là ouvre une porte assez importante parce que cette mixité d'usage, tout le monde en parle, mais elle n'est pas si simple à faire. Alors on s'est quand même basé sur le fait qu'il y a à peu près 200 projets ces dernières années à Paris qui sont venus nous voir, qui ont intégré du logement. Je pense par exemple à Biome dans le 15e, etc. Donc on sait que c'est possible. Et là, c'est d'inscrire dans une règle.
Et là, on a essayé d'innover pour se dire, oui, mais c'est pas parce qu'on le décrète, c'est pas parce qu'on dit, Jacques a dit, il faut du logement, que forcément c'est toujours possible. Et donc, on a, et ça c'est très innovant, proposé un mécanisme de prise en compte, et non pas d'exonération, de compensation, mais de prise en compte. Les mots juridiques, je regarde Michel parce qu'on a beaucoup travaillé sur le sujet, sont importants, qui est de dire, OK, si vous nous démontrez qu'à proximité, vous avez créé du logement dans un secteur qui est en déficit de logement, alors on le prendra en compte dans l'application de la règle de la mixité fonctionnelle. Et donc, a priori, vous n'aurez pas rajouté du logement dans votre siège. Ça paraît évident, mais c'est une petite révolution en termes de code de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'on sort de la parcelle. C'est-à-dire qu'on va aller réfléchir à une autre échelle que celle uniquement du bâtiment. Notre idée étant de créer les conditions pour que, de lui-même, le marché ait intérêt à ce qu'il y ait des projets de bureaux, des projets de logement à proximité des bureaux, voire même donner une nouvelle valeur à ces biens pastillés que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire ces biens pastillés, quand ce sera du logement, ils pourront être pris en compte pour des projets à proximité. Une question de précision. Est-ce que ça veut dire que ces logements pourront être aménagés ou construits donc, en dehors de la parcelle, mais dans le même arrondissement, la même rue? Enfin, on revient à nos questions de périmètre, d'échelle. Eh bien, justement, comme c'est une question très, très importante, qui nécessite certainement beaucoup d'études, on a fait le choix, dans le règlement, de le laisser à l'appréciation aussi de l'instructeur, dans la discussion avec la mairie d'arrondissement, les riverains et le pétitionnaire. Il n'y a pas vraiment de bonne solution. Il n'y a pas un rayon de 500 mètres, parce que parfois, c'est juste pas possible. Par contre, nous, on a souhaité apporter un peu de souplesse, toujours avec pour objectif que du logement soit créé. Et ça, c'est la manière dont la ville de Paris, en tout cas, essaye d'innover pour réguler, sachant que ça ne sert à rien de tout bloquer, et au contraire, laisser la discussion du choix entre les pétitionnaires et la ville. Alors, j'ai une question piège. Sur les fameux droits de mutation, on peut voir les choses de deux points de vue différents. Il y a un point de vue qui dirait que c'est un peu de la drogue pour la mairie de Paris, parce que ça constituait un flux très important dans ses ressources, qui pose du coup la question de l'acteur régulateur qui va lui-même toucher à une de ces mannes de financement. Et puis il y a l'autre question qui justement, c'est un instrument qui peut justement servir pour orienter les politiques d'aménagement. Est-ce qu'il y a un point de vue de la ville sur ce sujet ? Je ne serai pas en capacité de donner le point de vue de la ville de Paris. Je vais donner le mien et celui de quelqu'un qui voit ça manipulé. Déjà, de dire que c'est une drogue, c'est un peu faux parce que, en réalité, c'est des questions de finances publiques. Vous savez bien, les choses ne sont pas fléchées. Il n'y a pas un fléchage direct entre nous qui nous occupons de l'urbanisme et des DMTO qui arrivent. C'est quelque chose qui est totalement... Et les missions de la ville de Paris, elles dépassent largement l'urbanisme. Les écoles, les crèches, etc. Donc il n'y a pas de lien tout à fait direct entre les deux. Enfin, en tout cas, chez les services, chez les adjoints, c'est absolument pas le cas. Ensuite, je ne crois pas que ce soit si important que ça. Et enfin, moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'était surtout le nombre de transactions qui était important, plutôt que le volume des transactions. Donc on a intérêt à ce que la ville bouge, se transforme, à ce qu'il y ait des ventes. Et on a surtout intérêt à ce que les biens soient inoccupés. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais 30% des logements à Paris, dans le centre de Paris, sont inoccupés. Dans le sens où résidence secondaire, faire du Airbnb, etc. etc. Ça, effectivement, ça donne intérêt à agir, mais je pense qu'il y a un peu dans l'intérêt commun. On a tous intérêt qu'il y ait une ville qui soit bien utilisée. Sur le sujet des DMTO, effectivement, c'est pas parfait. On pourrait imaginer d'autres manières de faire en sorte que la ville capte de la valeur pour la redistribuer derrière à toutes et à tous. Enfin, ceci dit, c'est normal, je pense, que quand on fait une transaction immobilière dans une ville dense, il faut payer un peu le prix de la densité. Donc ça ne me paraît pas aberrant. Et le dernier point, la dernière innovation dont je voulais parler, ça me fait une bonne transition, c'est la question des externalités positives dans les projets. Donc c'est basé sur des discussions telles qu'on a eues ce matin, qui a été de se dire comment est-ce qu'on écrit dans un règlement d'urbanisme ce qui a été dit, c'est-à-dire que chaque projet doit apporter des externalités positives pour pouvoir être construit. Vous savez, il y a eu une grande mode, enfin c'est toujours le cas, mais des chartes et des pactes
La ville de Paris a fait un pacte de la construction, il y a des chartes à peu près partout. Et c'est génial, et donc vous écrivez plein de choses, et puis les promoteurs viennent vous voir et vous disent moi j'ai tout respecté, la main sur le cœur, etc. Je ferai tout comme il y a dans la charte et dans le pacte. Et souvent ils le font de bonne foi. Ceci dit, après le permis de construire, il n'y a plus personne pour vous répondre, et puis le projet, c'est pas non plus un gage important. Nous, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait agir sur la valeur, parce que le pacte et la charte, c'est très bien, mais ça n'a pas vraiment de lien. Le PLU, il a cet intérêt-là. C'est-à-dire que quand le PLU de Paris dit « votre bien est passible pour être du logement », votre notaire, quand vous ferez la vente, il va vous le dire. Quand, je sais pas, vous avez acheté un bien à Paris, si certains ont eu la chance de le faire, quand vous êtes en secteur de déficit en logements sociaux, votre notaire le dit. En disant, et ça a un effet très très clair sur le vendeur et l'acheteur. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait intégrer ça dans le PLU ? C'est très simple, on a pris 9 critères très très documentés dans le Code de l'urbanisme, des critères liés à l'apport que pouvait avoir un bâtiment sur les questions de végétalisation de la ville, des critères liés à la destination du bien et à l'animation de la ville, et des critères liés à la performance énergétique. Et sur chacun des critères, on a donné des seuils qui changent en fonction de votre localisation à Paris, que vous devez dépasser au moins 3 critères sur les 9 qui sont proposés. Ça a un intérêt. Le premier, c'est que ça laisse le choix au pétitionnaire, en fonction de la configuration de sa parcelle, etc., de son objet social, de proposer du mieux, premier élément. 2, ça rentre dans l'esprit le fait que pour construire en ville dense, il faut faire plus, et que le règlement, c'est pas juste... j'ai répondu, puis je m'en vais. Non, il va falloir que je propose un petit peu plus. Et enfin, on l'espère, ça va certainement être un objet très important de pédagogie, notamment pour le sujet que j'évoquais tout à l'heure, de réconcilier les Parisiennes et les Parisiens avec l'acte de produire et de construire. Et donc, parallèlement au travail sur les externalités positives, on travaille sur un label, Ville de Paris, qui serait donc l'Urbascore. Le nom nous plaît bien parce qu'il est assez clair, qui va donc, sur la base de ces critères-là, donner une note au projet. Encore une fois, l'idée étant que ce soit un objet de pédagogie et que donc on puisse très clairement dire ce projet-là, on l'a autorisé parce qu'il a une note A et donc il apporte suffisamment à la ville. On pourrait même imaginer que ce label soit une base de discussion avec les riverains, par exemple, pour dire, voilà, moi, sur ces 9 critères-là, qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que c'est plus d'arbres ? Est-ce que c'est plus de ça ? Etc., etc. Tous ces critères étant vérifiables, ils sont ensuite soumis à l'instruction du permis et ensuite à la conformité du bien, et donc ancrent l'idée des externalités positives dans le marbre. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Je vous propose, parce que le temps passe un peu, on est tout à fait dans le timing, de faire les échanges avec la salle et que vous rebondissiez en même temps. Parce qu'au début, on s'était dit que vous alliez rebondir, mais je crains sinon que ça prenne un tout petit peu de temps, si vous êtes d'accord. Donc, on peut prendre quelques questions, on fait les réponses, vous pouvez rebondir, car nous sommes sur des sujets tellement sensibles. Au premier rang, le micro va arriver. Ensuite, Razi Hamadi. Vous pouvez juste vous présenter ? Oui, bonjour, Grégory. Je fais partie d'un collectif lyonnais qui est en train de monter une foncière solidaire. On est en fonds auprès d'investisseurs institutionnels qui, à Lyon, représentent à peu près 30 à 40% du marché. Et moi, c'est pas une question, c'est un appel aux chercheurs, en fait. Parce qu'en fait, on ne sait pas objectiver le prix de la chauve-souris dans une valorisation actuellement. Un investisseur institutionnel voit un prix d'entrée défini par une valeur locative et un taux de rendement, et une espérance de gain, donc une vanne, définie par un horizon de temps et un TRI. Et on a énormément de mal à desserrer ces critères du fait qu'on est dans un marché financiarisé et mondialisé. On essaie de le retourner pour que ça joue en faveur des externalités positives, mais on a besoin de vous pour l'objectiver. Cette réponse est appelée du côté d'Alexandre Coulondre. Merci pour cet appel, auquel je suis favorable évidemment. Vous avez même à côté de vous un éminent chercheur, je ne sais pas si vous êtes venus ensemble, mais c'est un début de réponse. Oui, tout à fait. En fait, on s'aperçoit, et là on a eu l'illustration, que la question des formules et des critères qu'on se donne pour évaluer les choses, c'est une activité fondamentale, peut-être de l'espèce humaine, mais en tout cas des marchés et de la construction de la valeur, et qu'aujourd'hui on est à un moment de changement et
de transition et de nécessité de changer nos façons de voir le monde, de concevoir la ville, de concevoir la valeur, il faut refonder toutes ces façons. Alors, créer des urbascores peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, on sent qu'il y a toute une activité de nouvelle conceptualisation des critères de valeur qui va être absolument au centre du jeu dans les années à venir. Et évidemment, comme on le voit avec le GIEC, la place importante des chercheurs qu'ils peuvent avoir dans cette conceptualisation des dommages qu'on produit sur l'environnement, il faudrait une sorte de GIEC de l'urbain, voilà, pour aussi faire intervenir les chercheurs plus souvent, peut-être dans cette construction intellectuelle. Mais bon, on est au bon endroit ici. Hein. Je note GIEC de l'urbain. Charlotte. Oui, je pense qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué potentiellement, qui est en fait à quoi aujourd'hui les grandes entreprises, y compris les investisseurs et les banquiers, sont soumis en termes d'évaluation de leur performance. Et il y a quand même un changement radical, en tout cas je considère que depuis 24 mois, voilà, au sens où on a désormais ce qu'on appelait avant la déclaration de performance extra-financière, qui va changer de nom et qui va être en fait le fait de ne pas s'opposer, de ne pas mettre en péril les sujets de transition écologique. Il y a des sujets taxonomiques qui deviennent très forts dans les drivers des entreprises. Et en fait, je pense que ce qu'on se dit là, dans quelques mois, ou en tout cas pour certains grands groupes aujourd'hui, sont sous une pression absolument, j'allais dire, vitale, de leur capacité à démontrer qu'ils s'alignent avec les programmes européens ou les nouvelles exigences de taxonomie. Et ce que je voulais juste préciser sur ces deux aspects-là, c'est qu'en réalité, on parlait du consensus ou de la convention intellectuelle sociale autour des questions des valeurs. Je pense que sur les mots, il y a vraiment un travail à faire pour arrêter de parler d'externalité, parce qu'en fait, c'est de l'internalité, c'est-à-dire que ça devient les conditions essentielles de réalisation des projets. Donc ça ne peut plus être quelque chose qu'on traite à l'extérieur, mais c'est vraiment au cœur, voire même au décisionnaire, à l'origine. Est-ce que je fais ce projet ? Est-ce que ça a du sens ? Pour quels usages ? Et comment je vais être capable de le mesurer ? Si on n'est pas en capacité de se poser ces questions et d'y répondre, en fait, je pense qu'il y a vraiment des points essentiels là-dessus. Et ne serait-ce que ça, de plus dire externalité, mais de dire que c'est constitutif de nos projets, ça va déjà changer aussi la façon d'en parler. Et pour finir simplement sur ce qu'on évoquait, il y a cette question aussi, on voit que plus les exigences de régulation sont fortes et plus on est dans de la qualité de projet, finalement, plus les prix sont chers. Et donc, en fait, il y a une espèce de mécanisme terrible qui est plus une autorité va réguler avec des exigences de qualité, plus ça va être compliqué de réguler le prix qui est derrière parce que finalement, le marché va prendre la main. Et donc là, je pense qu'autour de la table, il nous manque vraiment un acteur financier fort avec qui il faut qu'on discute de ces sujets. Peut-être juste vous mentionner l'initiative de l'Observatoire de l'immobilier durable, une association d'intérêt général sur justement la valeur de la biodiversité. Je vous renvoie vers leurs travaux. Une autre question, Razia m'a dit. Oui. Une question en deux parties, très brève. La première, c'est... il y a, je crois, une grande difficulté, en plus de celle à peiner quelquefois à trouver la bonne méthode pour arriver à la bonne valeur, c'est l'indécision, le brouillard vis-à-vis de cette même valeur. Parce qu'à la limite, si on a des doutes sur la méthode, n'importe quel entrepreneur ici le sait, on va avoir des méthodes comptables, ensuite on va faire des valuations, ensuite on va faire des comparatifs, on va discuter avec les uns les autres, sauf grosse surprise, on arrive à quelque chose qui fait un peu consensus. Aujourd'hui, le problème, et ça je voulais savoir comment vous l'intégrez aujourd'hui dans vos travaux, c'est que les entrepreneurs, les investisseurs et même les collectivités se disent mais on ne sait pas sur quoi on va tomber à la fin. Et qu'est-ce qu'on va nous demander ? Parce que lorsque vous avez une charge foncière de 10 000 et que sur 20% de celle-ci on vous dit ça serait bien de faire ça. Oui mais ça ne tourne pas. Oui, mais il faut le faire, sinon c'est quand même moi qui donne le PC à la fin. Ça ne se passe pas comme ça, mais ça arrive. Donc ça, c'est aussi un élément fondamental et je voulais savoir ce que vous êtes en capacité de travailler dessus. Et ensuite, deuxième partie, sur la biodiversité et la valeur de ce qu'on ne compte pas. Dans ce qu'on ne compte pas, il y a la valeur de ce qu'on ne fait pas.
puisqu'on ne le fait pas, on ne peut pas en établir la valeur. Pour certains, la venue ici, pour ceux qui n'ont pas pu prendre les transports en commun pour des raisons particulières, vous avez quand même quelques difficultés à venir. Et la difficulté, par exemple, à faire émerger de l'immobilier logistique, l'immobilier logistique, c'est comme les prisons dans certaines bouches de politique. Il en faut plus, mais pas à côté de chez eux. Ça a une valeur, puisque je rappelle juste que 30-35% des émissions de CO2, c'est le transport, et la moitié de ces 35%, c'est le transport de marchandises, dont tout le monde s'en fout. Je veux dire, on clique, tout le monde clique, mais personne ne veut respirer le CO2, conséquence de ce clic. Ça, on l'évalue comment ? On évalue comment la valeur de ce qui n'est pas produit, qui n'est pas construit, en CO2, en efficience économique, et y compris en conséquence de politique publique. Puisqu'à la fin, comme il n'y a pas de logistique en première couronne, les gens disent, bon, on va venir ouvrir des magasins de 200 mètres carrés dans Paris pour faire des dark stores. Et enfin, sur la biodiversité, pareil. Aujourd'hui, quand on fait de la compensation, qu'on fasse de la pleine terre sans rien faire pousser dessus, ou qu'on fasse de l'agroforesterie, aujourd'hui, il n'y a pas d'indice de biodiversité qui vienne prendre en compte ça dans le niveau de compensation en termes de mètres carrés. C'est-à-dire, si je fais une friche agricole de 10 hectares, c'est pareil que si je viens investir sur de l'agroforesterie avec des ingénieurs, des urbanistes, des agroforestiers, avec une forêt comestible, c'est pas normal. C'est pas correct, même. Charles-Antoine ? C'est vrai qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est quoi la valeur d'une collectivité locale ? Qu'est-ce qui fait notre légitimité, notre travail ? Et comment c'est les élections, c'est le Conseil de Paris, c'est le fait que le PLU qu'on a présenté, il a été soumis à un vote. Et en fait, si la ville de Paris ne fait pas ce travail de réguler, de faire en sorte que les projets immobiliers apportent à tous, on sera juste pas réélu. C'est-à-dire ça, c'est une valeur très claire. Et c'est pour ça qu'on tire notre légitimité de régulation. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis désolé, parce que pour moi, c'est vraiment je voudrais tendre le cou à cette idée reçue de dire plus on régule et plus c'est cher. Enfin, quand la ville de Paris dit ce bien-là, c'est du logement social, ensuite, la valeur de prix qui est faite, en tout cas avec les aides de droit à la pierre, c'est 4 000 € du mètre carré. Donc c'est pas vrai qu'il y a une surenchère du prix quand la ville de Paris ou une autre collectivité régule sur le marché immobilier. Plus on est exigeant dans les normes, en tout cas. Mais là c'est pas une norme, c'est pas une question de norme, c'est une question de destination, c'est une question de droit à construire et c'est une question d'externalité positive. Ce qui est observé par plus on est exigeant dans les normes, plus le coût de l'immobilier monte. Alors, malheureusement. Donc, moi, vraiment, là, c'est quelque chose que je comprends pas bien, parce que moi, quand je vais voir mon notaire, quand je suis toujours à Michel, qui est toujours à nos côtés, qui va m'aider à déterminer la valeur d'un bien, et le notaire va dire voilà ce qu'il est possible de faire sur votre bien. Et donc, ce qu'il est possible de faire, c'est déterminé par plein de choses, et notamment le PLU de la commune. Et donc, cette définition, l'action de la ville directement sur ce droit de l'urbanisme, il a une valeur, il a une action sur la valeur et donc sur la baisse de la valeur. C'est-à-dire que, a priori, vous allez pouvoir construire que tant, vous allez devoir planter plus d'arbres que nécessaire, vous allez devoir faire du logement social et en rez-de-chaussée, ce serait bien que ce soit un commerce lié à l'ESS. Tout ça, in fine, sur la valeur de mon bien, ça va avoir un effet de baisse de la valeur. Donc, moi, peut-être en termes de normes RE 2020, RE 2028, etc., ça a un effet sur le coût de la construction. En tout cas, sur la valeur du bien, l'action de la collectivité, je pense qu'elle est fondamentale pour justement permettre de baisser les prix. Et ça, je pense qu'on l'a plutôt constaté à Paris, dans les secteurs où la ville a agi. Est-ce que cela appelle d'autres remarques de votre côté ou des questions complémentaires ? Oui. Pierre Ducret va prendre la parole. Alexandre, d'abord. Je veux bien répondre rapidement. Alors, je n'aurai pas de réponse sur quelle est aujourd'hui la bonne façon de calculer la valeur et comment on intègre ces enjeux. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on apprend dans la théorie un petit peu sociologique, tout ça, c'est que les formules de calcul, elles ont une histoire. Et cette histoire, elle est ponctuée d'épreuves. Et comme vous disiez tout à l'heure, en fait, on s'était peu ou prou accordé sur le fait que la valeur, on devait la calculer comme ça, si je paraphrase un petit peu. Et aujourd'hui, on ne sait plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formule de calcul, elle vit une épreuve, et une épreuve fondamentale, où on la discute vraiment dans ses fondements. Alors, je ne vais pas vous dire quelle est la nouvelle formule de calcul qui est adaptée. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'elle soit faite d'un point de vue collectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire que chaque individu, chaque entreprise va, de son côté,
faire émerger une façon de calculer la valeur, et tout ça va s'ajuster vers une valeur centrale. En fait, ça nécessite de se mettre autour de la table et de poser les sujets et d'avoir une démarche collective autour de ces nouvelles façons de penser la valeur. Voilà. J'ai vu Pierre Ducré. Avant que tu interviennes, Pierre, j'incite mesdames à prendre la parole aussi, puisque dans le cadre de ce débat, la parole est très masculine depuis les échanges avec la salle. Bonjour, Pierre Ducré, je suis directeur de l'Institut Palladio. Alors, j'avais pas vu qu'Isabelle était là, Isabelle Barraud-Sarfati, et en fait, la question que je vais poser, elle la poserait certainement beaucoup mieux que moi. Parfait. Mais tu vois, c'est une façon de répondre à ta demande, et je pense qu'elle va enchaîner sur ma question. Non, moi, je vais parler de la valeur des communs. Des communs, disons, pour simplifier, ce qu'on appelle l'espace public, dont on voit qu'elle va déterminer de plus en plus toutes les autres valeurs de la ville. C'est-à-dire c'est la qualité de ces communs qui va être déterminante, notamment par la multiplication des usages, l'intégration de la renaturation, etc., pour déterminer les autres valeurs. Et ces communs n'ont pas de valeur bilancielle, en quelque sorte. Mais en revanche, ils ont un compte de résultats. Et aujourd'hui, qui n'est pas très, très facile à reconstituer, mais on a fait l'exercice dans la promotion de l'année dernière avec Jean-François Danon, que vous devez bien connaître, de constituer, il a fait pour nous le compte de résultats de la gestion de l'espace public parisien. C'était extrêmement intéressant. Et un des problèmes, c'est que les recettes... donc il y a un déficit, hein, c'est clair, ça surprendra personne, mais il y a quand même des recettes très très importantes, et une grande partie de ces recettes sont indexées en fait sur l'automobile, sur l'usage de l'automobile en ville. C'est notamment toutes les recettes de stationnement, etc. À long terme, tout ça, c'est destiné à disparaître. Qu'est-ce qu'on va substituer à ces recettes-là? C'est le même problème pour l'État d'ailleurs. Hein. On parle beaucoup des dépenses brunes, mais on ne parle pas beaucoup des recettes brunes de l'État qui dépendent largement des énergies fossiles. Il va falloir substituer dans le budget de l'État d'autres recettes aux recettes qui viennent de la taxation des énergies fossiles. Pareil dans les collectivités locales. Et donc, est-ce que c'est pas à partir d'une évaluation, j'allais dire presque d'un rendement public de la gestion des communs qu'il va falloir se déterminer? Et là, utiliser soit des méthodes de tarification, soit des méthodes de fiscalisation sur les communs, sur l'espace public, pour l'ensemble de ses bénéficiaires. Et alors je citais Isabelle, parce que dans son magnifique ouvrage Trottoir, elle évoque ces questions-là, et je pense qu'elle complétera bien mieux que moi cette question compliquée. Impossible de ne pas prendre la parole, Isabelle. Isabelle Barraud-Sarfati. Non, en fait, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Simplement, peut-être pour compléter ce que je trouve très intéressant, enfin, je recite la phrase de Gilles Clément, les oiseaux et les arbres ne connaissent pas le cadastre, c'est qu'on voit que cette question, en fait, on va dire autour de la transition écologique, de la biodiversité, notamment, effectivement, elle peut plus se traiter qu'à l'échelle de la parcelle, elle se traite à une échelle plus large, et ça pose donc la question de la frontière publique-privée, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça rebascule les choses. Juste pour finir sur le trottoir, du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est précisément plus que l'espace public qui, par supposition, est public. Le trottoir, en fait, il assume son côté hybride public-privé. Il n'est pas que le lieu du piéton, il est aussi le lieu du riverain. Et je trouve que de ce point de vue-là, il est vraiment intéressant. Et ça pose la question de l'usage marchand avec un T et de l'usage marchand avec un D. Voilà. Bien amené. Une autre question dans la salle, éventuellement. Vous pouvez encore vous lancer. Voilà, une main se lève timidement. Merci de vous présenter. Merci beaucoup. Ethan Lévy, je suis cofondateur de Roofscapes. Et je voulais savoir, pour les personnes qui ont travaillé sur le nouveau PLU bioclimatique, est-ce qu'il y a des sujets, notamment des sujets en lien avec la valorisation de l'espace public ou des communs, sur lesquels vous avez l'impression que ce PLU ne va pas assez loin, qu'il aurait pu aller peut-être encore plus en profondeur? Exercice d'autocritique presque. J'ai beaucoup pris la parole. Est-ce que Michel, tu veux sur la question des finances publiques liées à l'espace public. Donc c'est une question difficile. Vous avez eu donc l'année dernière la meilleure personne pour y répondre. Je comprends qu'il n'a pas tout à fait réussi à répondre, donc je ne ferai pas beaucoup mieux. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'à la ville de Paris, on est une collectivité plutôt chanceuse, j'ai l'impression, quand on écoute d'autres collectivités françaises. Et je crois que toutes les collectivités françaises appellent depuis maintenant plusieurs années très fortement l'État pour qu'il y ait une refonte un peu des questions de fiscalité. Il y a, je crois, un vrai sujet
de réflexion à avoir. Ça ne me paraîtrait pas tout à fait aberrant que la collectivité puisse vraiment moduler les taxations de manière plus intéressante, plus importante, alors toujours sous contrôle de l'État. Ce n'est pas le cas. On est vraiment très tributaire d'un système qui est donc national et qui n'a pas de... on va dire, ne fait pas de disparité entre les territoires, et c'est un vrai problème. Et je pense que c'est un début de réponse à votre question, c'est-à-dire qu'il nous manque des outils, très clairement. Encore une fois, en termes de finances publiques, même si vous avez fait l'exercice l'année dernière, ce n'est pas le stationnement qui paye les pistes cyclables. Voilà, il y a un pot commun, etc. Et c'est un principe quand même assez fondamental, qui est assez sain aussi. Donc il n'y a pas de regard direct. Et déjà, premièrement, ce n'est pas le PLU qui peut gérer la question de l'espace public, de ce qu'on en fait, de la qualité de l'espace public, même si on peut fixer un certain nombre de règles pour planter des arbres, etc. Mais c'est pas, le PLU ne gère pas la question de la finance. Donc la finance est vraiment un sujet étatique, puisque la fiscalité relève de la loi. Mais et par rapport à ça, moi je pense qu'il faut voir qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'espace public et donc de l'inadaptation aujourd'hui de la fiscalité de l'urbanisme par rapport à l'espace public, puisque en fait la fiscalité de l'urbanisme est une fiscalité qui taxe la construction. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui ça ne va pas suffire, et que en fait tout l'effort qui va être fait sur l'espace public, notamment en termes de renaturation, c'est pas la construction qui va pouvoir le payer, alors même que l'ensemble des riverains de cette renaturation vont en profiter. Donc se pose vraiment la question de savoir comment on traite ce sujet-là. Et puis, donc ça, c'est la question de l'espace public. Et puis, moi, je pense qu'à côté de l'espace public, il y a vraiment l'espace privé, et que l'espace privé, les îlots privés, et leur traitement, et la question du financement du traitement de la renaturation, la perméabilisation, etc., est un sujet fondamental aussi, de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet de la question de la renaturation, de l'imperméabilisation à Paris est tellement considérable, fondamental, qu'on ne peut pas se contenter de l'espace public. Donc ça veut dire qu'il y a une profonde réflexion à avoir sur quel nouveau mode on met en place pour financer tous ces sujets-là. Charlotte ? Oui, je pense que si on ne veut pas laisser le marché prendre le dessus, la loi du plus offrant, et en effet avoir cet effet de régulation, il faut vraiment qu'on se dise qu'on est capable d'avoir un nouveau système économique de la ressource, avec des métriques, avec des choses qu'on met sur la table, qu'on est capable de discuter. Là, je n'ai pas le temps de développer, mais sur le cas qu'on a creusé, on a regardé l'effet, par exemple, de renaturer sur le ruissellement des eaux de pluie, et donc le moindre coût sur la gestion des eaux pluviales. On peut regarder quand on permet aussi à faire baisser la température, de combien les clims vont être moins utilisés et qu'est-ce que ça produit en termes de moindre utilisation et de moindre coût de rafraîchissement des immeubles. Donc, je pense qu'il faut absolument qu'on construise une science de la métrique de cette ressource, parce que sinon, on restera dépendant d'autres facteurs qui resteront des facteurs de marché. Il sera très difficile en fait de mettre la question de la valeur environnementale comme un sujet de discussion et de débat. Donc moi j'appelle le fait qu'on poursuive et qu'on enrichisse ces études de cas et qu'on compare et qu'on confronte des perceptions qui peuvent être différentes, mais qui sont en tout cas essentielles de doter en outils. Et pour finir sur ces sujets des outils, qu'est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui dans les entreprises ? Nous, on teste ce qu'on appelle le PIC et le CAC. Alors, ça a l'air d'être une histoire rigolote, mais en fait, c'est le prix interne du carbone et le coût d'abattement du carbone. Et donc, quand on fait des investissements, on mesure le carbone évité par cet investissement. En tout cas, on tente de faire des investissements qui évitent du carbone, et on donne après un prix à la tonne carbone. Et les activités qui veulent aller très vite dans leur transition, ils sont à 500 € du prix de la tonne carbone. Ceux qui vont moins vite, ils sont à 100 € de la tonne carbone évitée. Mais voilà, il y a des métriques qu'on peut commencer à manipuler et qui nous feront donc gagner, en tout cas dans un langage commun et une mesure commune qui, faute de quoi, on va avoir du mal à être autre chose que dans de la tension et de l'affrontement sur ces sujets-là. Donc voilà, une mesure commune, collective. Une dernière série de questions. Alors, en fond de salle et puis en début. Bonjour.
Donc Sonia Samadi, merci à tous les intervenants et puis à la Fondation, parce que je pense que cette matinée était extrêmement riche et on voit la portée de tous les sujets qu'on évoque. Peut-être, je vais ouvrir un petit sujet qu'on a, il me semble, pas abordé, et c'est intéressant de vous entendre. On parle beaucoup de démembrement comme solution aujourd'hui pour favoriser la production de logements, favoriser aussi la réduction des coûts fonciers. Le modèle du BRS aujourd'hui, il fait ses preuves, il se diffuse, il s'impose dans le paysage, mais il a aussi un impact sur les questions de valeur. En tout cas, c'est intéressant d'évoquer et d'échanger sur la question de c'est quoi la valeur de revente dans les montages BRS et comment, à un moment donné, aussi ce nouveau paramètre vient aussi peut-être être un changement de paradigme dans le paysage des valeurs et singulièrement à Paris ou dans les zones très tendues. Alors, je me permets de prendre la question de Paul Citron. Merci, monsieur. Attendez, il y a encore voilà, plein de questions. Je pense que c'est Fanny Cotet. Tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour ce débat. Moi, je suis doctorante en urbanisme. J'ai fait ma thèse CIFRE à Plateau Urbain et je suis boursière de la Fondation. Ma question, si elle n'est pas une question, portait aussi sur un apport un peu de connaissances. On a beaucoup parlé des obligations réelles environnementales. On a moins parlé de l'impact social et de l'utilité sociale de certains lieux, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, par exemple, sur lesquels je peux travailler. Donc ma question portait sur les obligations réelles d'intérêt collectif, les ORIC. Il y a une jeune entreprise universitaire qui bosse dessus dans le sud de la France qui s'appelle la SIC Tetris, dans le Pays de Grasse. Donc ma question portait sur le fait de est-ce que vous connaissez ce dispositif? Alors il est en cours de recherche, hein, c'est pas quelque chose qui existe dans le droit. Et sinon, est-ce qu'il serait possible de le mettre en place? L'idée, c'est d'attacher à un bâtiment, un peu comme le principe des ORE, des obligations réelles, mais pour des projets collectifs, pour que le bâtiment revienne, une fois qu'il est cédé ou transmis, vendu par le propriétaire, à d'autres projets collectifs. Est-ce qu'on pourrait le mettre en place? Et par exemple, dans le PLU bioclimatique, est-ce que ça pourrait être une réflexion? Merci. Donc, deux questions devant. Donc, on a BRS, ORIC, ensuite Paul. Je pense qu'on devait être un peu dans la continuité. Bonjour, donc Paul Citron, je suis le cofondateur de l'association Surface Plus Utile. Et ancien boursier de la Fondation Palladio. Ancien boursier de la Fondation Palladio, ancien directeur du développement de Plateau Urbain. Donc merci beaucoup à Fanny d'avoir posé la question sur la valeur sociale et de solidarité que je n'aurais pas à poser. En fait, quand on lit la question de ce petit déjeuner, peut-on concevoir de nouvelles valeurs dans la fabrique de la ville? Et quand on vous écoute, on a l'impression que la réponse est non. Parce que depuis tout à l'heure, en réalité, soit on parle de valeur économique directe, soit on parle de comment donner une valeur économique à des valeurs extra-économiques. Donc, on entend bien. Mais alors, moi, j'ai deux questions du coup. Est-ce que, premièrement, on s'est beaucoup focalisé sur Paris. Et j'avais l'impression que, par exemple, dans ce que disait Charlotte, quand on parlait de Paris, on devait se concentrer sur la valeur économique, et quand on parlait de Montluçon, là, d'un coup, on arrivait à s'extraire de ces sujets-là. Donc, est-ce que c'est différent en secteur tendu et en secteur détendu? Est-ce qu'il n'y aurait pas un biais un peu cognitif ou économique à se poser la question de la valeur en extramuros? Première question. Deuxième question, là on rentre dans une crise immobilière. Désolé. Justement, c'est pas pour casser l'ambiance, au contraire, c'est pour plutôt se dire, depuis tout à l'heure on se dit comment préserver la valeur économique. Là on rentre dans une crise immobilière qui va, a priori, peut-être autre part qu'à Paris, mais globalement faire chuter les valeurs. Du coup, est-ce que ça pourrait, selon vous, être l'occasion de reposer cette question des nouvelles valeurs, vu que s'il y a moins de valeurs économiques, peut-être qu'enfin vont émerger d'autres types de valeurs? Biais cognitif et crise pseudo-salvatrice, je ne sais pas comment on pourrait dire, sur la régénération de valeurs. Fabrice Bardet, merci. Université de Lyon, juste plutôt un commentaire, mais vraiment un instant. Pour rebondir sur ce qui a été dit, la question de la valeur, c'est une question de convention. Alexandre a commencé tout à l'heure ce petit déjeuner comme ça, une question de convention, pas seulement de calcul, mais avec un cercle de participants au conventionnement. Et ça a été à plusieurs reprises évoqué, il y a une dimension internationale à la question qu'on se pose ce matin, et financière.
Donc des enjeux absolument colossaux. Et je me demandais, alors j'ai bien entendu l'appel qui est fait à la recherche, il me semble que sur ce chantier d'envergure internationale et financiarisé, la suggestion lancée peut-être rapidement par Alexandre d'un GIEC me semble être la bonne échelle. Et du coup, la question se pose peut-être pour nous ce matin de ce qu'on peut faire à l'échelle du pavillon national. Alors, avant de vous donner... ben voilà. Bertrand et j'ai plus ton prénom. Donc Bertrand d'abord, Egline après. Ok, ben je vous laisse vous arranger. Oui, bonjour, Egline de Ginastou chez Unibail. Donc justement, nous, on réfléchit sur ces sujets de valeur sociale et économique, enfin, au-delà de la valeur financière. Et j'avais vraiment une question sur voilà, la manière de le voir, c'est un peu sur la big picture et surtout dans le monde de l'immobilier, parce que c'est des études qui sont faites dans d'autres secteurs. Je trouve que c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a une partie de monde commun, de biens communs, qui est différente dans certaines industries, par exemple, où effectivement, si on isole le prix du carbone ou un autre élément qui a un gros impact sur les aspects financiers, on traite cette question. Là, on a vu tous les progrès qui a été fait sur le E avec la taxonomie. La taxonomie sociale est un peu décalée. Avec les élections, ça va pas arriver tout de suite. Et donc, comment avoir cette approche finalement le plus tôt possible, parce qu'on voit que c'est une clé importante de la valeur et de la construction de la ville durable de demain. Merci. Bertrand de Fédot, et après, on reviendra à vous pour un dernier mot et nous acheminerons vers une conclusion. Moi, simplement, je voulais vous dire que je suis impressionné par l'approche que vous avez ce matin. Elle est absolument au cœur de toutes les problématiques. Et je pense que la réflexion sur la valeur est ce qui peut remettre à sa place les vraies approches, et notamment les approches idéologiques. La valeur lamine l'idéologie. Ce que je crois, si vous voulez, c'est que on est en face d'un gigantesque phénomène de destruction de valeur qui affecte l'ensemble de la planète et dont on n'a pas encore mesuré les conséquences. Avant que la Sibérie ne prenne le relais de la valeur détruite de la saharisation d'une partie de l'Europe, il va se passer du temps. Et donc ce problème de la destruction de la valeur, il est intrinsèquement lié au problème du dérèglement climatique. Et on n'a pas commencé à réfléchir là-dessus. Et donc moi je voulais d'abord vous remercier d'avoir ouvert cette discussion, parce qu'on n'a vraiment pas d'économie d'intelligence à faire sur cette question. Elle est absolument centrale. Et donc on est dans une activité où on va devoir développer des investissements considérables pour faire face au changement climatique en pleine destruction de valeur. Et donc si on est en pleine destruction de valeur, on est aussi en pleine destruction de crédit. Et donc où va-t-on trouver l'investissement si on est dans une situation où la valeur elle-même est déstabilisée? Donc on était vraiment au cœur du problème. Et je pense que cette réunion de ce matin que vous avez ouverte, je pense que ce n'est qu'une première réunion par rapport à beaucoup qui vont suivre. Là où je crois qu'il faut faire très attention, c'est que ce mécanisme de déstabilisation de la valeur arrive à un moment où on croyait qu'enfin on savait ce que c'était que la valeur. C'est-à-dire que tout le phénomène de la mathématisation du calcul de la valeur, dont vous avez parlé très justement, nous avait fait croire qu'on savait ce que c'était que la valeur. Moi qui ai quelques décennies de plus que vous, malheureusement, je peux vous dire que j'ai vu naître cela. Et j'ai vu se substituer une approche mathématique de la valeur à une approche plus intuitive. Et cette approche mathématique de la valeur, elle a beaucoup de mérite parce que c'est elle qui adosse le crédit, notamment par le fameux critère de la loan to value, et c'est ça qui va être remis en cause. Et donc, la réflexion sur la valeur est absolument indispensable, incontournable, et elle arrive à un moment où elle déstabilise les acteurs eux-mêmes. On en a parlé l'autre jour à la ville de Paris. Je vous remercie d'être là ce matin. C'est très important qu'on puisse parler de tout cela avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Les acteurs qui sont dans l'économie, ça vaut pour l'entreprise, mais ça vaut beaucoup pour les biens réels.
sont confrontés à un vertige qui est quelle est la valeur des biens dont j'ai la responsabilité et que je dois gérer et sur lesquels je dois rendre des comptes. Et donc ce phénomène de destruction de la valeur ou de déstabilisation de la valeur, il est devant nous. Et donc il est impératif de faire émerger dans le même temps des critères qui ne sont pas forcément facilement quantifiables et qui vont recréer de la valeur. Et dans le même temps, il est très important d'être infiniment prudent sur l'éventuelle accélération de la destruction de valeur. C'est ce qu'on se disait l'autre jour quand on parlait du PLU. Je pense que le PLU, il est fondamentalement orienté par un souci qui est absolument légitime. Il faut absolument entraîner tous les acteurs dans un truc comme ça, en faisant comprendre que la finalité, ce n'est pas de détruire de la valeur, mais d'en créer. Et si on prend comme critère d'appréciation de la légitimité des propositions la création de valeur, à ce moment-là, je pense qu'on peut travailler vers un bien meilleur consensus de l'approche des choses. BRS, Auric, Intramuros, Extramuros, Crise Salvatrice, GIEC, SE de RSE et enjeu de la destruction de valeur, ce n'est pas un menu de restaurant chinois, mais un récapitulatif pour vous donner un dernier mot avant de conclure. Je viens de commencer et je vais commencer par la fin, ou en tout cas plutôt répondre aux dernières interrogations. Mon appel sur les chauves-souris, c'était aussi distinguer qu'on n'avait peut-être pas intérêt à tout faire entrer dans la valeur économique. Donc il faut aussi mettre des limites à cette, on va dire, évaluation sans limite et monétarisation sans limite de ce qui nous entoure et notamment des éléments d'environnement. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'on ne doit pas tout mettre dans la valeur économique. Pour répondre à une autre question qui était « il n'y a pas d'outils ». Alors effectivement, il n'y a pas d'outils partagés, il n'y a pas d'outils consensuels, mais il y a quand même des débuts de conceptualisation d'outils. Alors il n'est pas fait initialement pour la question urbaine, mais je vous signale quand même qu'un ensemble de chercheurs français issus du monde de la comptabilité ont développé un modèle qui s'appelle CARE, C-A-R-E, et qui est une nouvelle façon de régler les comptes des entreprises en intégrant toutes ces questions environnementales. Et ce modèle aujourd'hui, qu'on pourrait appeler le modèle français, je ne sais pas, est en concurrence aujourd'hui avec des économistes de la Banque mondiale qui ont une autre approche du sujet. Et donc il y a des vrais outils qui sont proposés et une sorte de discussion qui s'installe aujourd'hui sur des outils, et donc ils existent. Je voudrais aussi citer, puisqu'on a parlé de GIEC, un livre important qui s'appelle Valua Terra, faire la valeur des environnements, puisque Fabrice Bardet nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Il a coordonné cet ouvrage, qui est une anthologie en fait des textes importants, théoriques sur la valeur, partout dans le monde. Donc, il y a des textes brésiliens, des textes américains, des textes français. Je vous conseille la lecture de cet ouvrage. Et puis pour faire une petite référence à l'intervention de Bertrand de Fédot, mais je poserai juste un mot, on ne va pas rentrer dans le débat, mais cette question de la destruction de la valeur, on a beaucoup parlé de création de valeur, mais pose la question du partage de la valeur. S'il y a moins de valeur, comment on la partage? Et ça, c'est peut-être l'objet d'un autre petit déjeuner. Charlotte? Non, il y a eu beaucoup de choses et je pense qu'on pourrait faire une journée entière. Donc merci à tous pour tous ces échanges. Je trouve que la question de l'habitabilité en fait de nos systèmes, la traduction spatiale et physique de ce qu'on dit, elle est assez fondamentale. Et je pense peut-être que c'est aussi ce qui se passe, c'est que comme on est dans des conditions physiques climatiques de plus en plus difficiles. Par exemple, si on évalue le bénéfice d'être à côté ou face à un espace vert, en fait, aujourd'hui, ça commence à se ressentir en termes de degrés. C'est-à-dire qu'on voit bien, il y a eu des travaux très intéressants qui montrent que les quartiers les plus chauds sont souvent les quartiers les plus pauvres. Les quartiers où on a une difficulté à accéder à la nourriture non congelée sont souvent aussi les quartiers les plus pauvres. Donc, voilà, il se trouve qu'il y a une réalité entre le monde habitable et l'organisation sociale et économique des villes. Et ça nous pose forcément des questions fondamentales de résilience et de soutenabilité du modèle. Charles-Antoine. Il y a eu beaucoup d'interventions, pas simple de réponse à tout. Très rapidement, côté Ville de Paris, le BRS, la dissociation foncier-bâti, c'est effectivement un sujet d'avenir pour nous.
Et le PLU fait des pastilles BRS, etc. Donc on y travaille. Je suis extrêmement intéressé par le sujet de l'ORIC, que je ne connaissais pas. Et, je serais ravi d'en savoir plus. Nous connectons donc une ancienne boursière de la Fondation Palladio avec la ville de Paris. Et je n'ai pas répondu à la question d'Ethan tout à l'heure sur l'autocritique. Et je conclurai un peu là-dessus. C'est difficile de se dire qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire sur ce PLU. Déjà, ce n'est pas terminé, parce qu'il y a encore une phase au moins de 14 mois d'enquête publique et de travail sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que c'est le PLU parfait du point de vue de l'animation, on va dire, politique et de la montée de l'ensemble des groupes politiques de la ville de Paris sur un objet commun d'urbanisme. Il a été voté à l'unanimité. Ce qui veut dire que c'est absolument pas le PLU de Charles-Antoine, c'est pas le PLU de la direction de l'urbanisme, c'est vraiment le PLU du Conseil de Paris. Et là où je trouve très intéressant de tendre la main, c'est de dire il est temps qu'on discute aussi avec des acteurs très brillants comme SNCF Immo, etc., qui ont aussi des choses à dire. Et que là, on a fait le temps politique. Il va falloir faire le temps aussi de travail avec tous et toutes pour partager. Enfin, on parlait des chauves-souris. Je le redis, on n'est pas obligé de quantifier 22 milliards les chauves-souris. Enfin, ceci dit, c'est côté politique que la décision va se faire. De oui ou non, on va compenser les chauves-souris. Et en fait, je pense que ce temps politique, il va aussi gagner en valeur. Donc moi, je vous invite tous et toutes à vous politiser, hein, à participer en fait à la vie de la cité. Si on veut tenir demain avec cette question de destruction de valeur, ce sera avec les Parisiennes et Parisiens et tous ceux qui ont envie de le faire qu'on pourra le faire. Michel ? Alors donc sur l'ORIC, moi non plus, je ne connaissais pas, mais donc si je comprends bien, c'est pas un système, enfin c'est pas codifié, il n'y a pas un texte de loi, mais je pense qu'il y a probablement des montages juridiques permettant de lui donner en fait on va dire une connotation juridique. Donc ça, je suis ravie d'échanger avec vous aussi là-dessus. Et je pense aussi que dans toutes les appels d'offres que je vois et quand j'accompagne des opérateurs qui proposent, parce que de plus en plus, il y a de l'économie sociale et solidaire dans les projets, je pense que ça peut tout à fait être un outil qui peut être de nature à rassurer les collectivités sur la pérennité dans le temps de ces propositions. Donc je pense que c'est vraiment très intéressant. Sur la question du démembrement, oui, on va dire que le BRS, c'est quelque chose qui est en train de se développer de manière importante, qui va probablement s'élargir dans son champ. Mais au-delà de la question du BRS, je pense que la question du démembrement de propriété est quelque chose de très important et on y travaille à la Fondation. Et on va y travailler dans les prochains mois de manière très, très approfondie parce que, outre la question de traiter la valeur, et notamment la valeur du logement, hein, on en a beaucoup parlé avec le BRS. Pour moi, la question du démembrement est aussi un élément qui va permettre de faire la ville autrement dans le temps. Et je pense que la question du foncier au sens large, hein, pas uniquement un terrain, mais éventuellement des friches et tout ce qui a vocation à se redévelopper, pour moi est un bien commun. Et que ce bien commun, potentiellement, il va falloir le traiter pour permettre sa régénération perpétuelle. Et la question du démembrement est probablement une des solutions. Donc ça, vraiment, le démembrement, sujet fondamental, au même titre que la valeur dans les prochaines années. Et par ailleurs, Paul, je ne suis pas d'accord. Nous n'avons pas parlé que de valeur économique. Nous venons juste de dire qu'on est au début d'une autre histoire qui nécessite d'envisager la valeur de manière différente. Aujourd'hui, malheureusement, les acteurs ont, on va dire, un esprit étriqué parce qu'on a, pendant des années et des années, réfléchi sur la question de la valeur économique. Mais je pense qu'on est en train de s'ouvrir et qu'on ne va pas parler que de valeur économique, je pense. Quand on arrive en ville, c'est le nom du prochain petit déjeuner qui aura lieu à l'octobre. Je le place là parce que je sais qu'il me reste 10 secondes d'attention et il parlera des nouveaux acteurs de la production urbaine. On est très fiers du titre, on avoue. Pour ce qui est de cette session, je me permets de la conclure en 3 points. D'abord, GIEC, on a vu, c'est revenu à plusieurs reprises, cette idée que
on a besoin des chercheurs, et notamment du réseau international de recherche sur la question des valeurs dans la production urbaine. Ça appelle quand même un questionnement. Il existe déjà des structures, mais c'est un vrai enjeu. Comment est-ce que les chercheurs peuvent aider à éclairer, ou en tout cas anticiper, dans la mesure du possible, dans un temps troublé et un temps de changement profond. Deuxième point, la mécanique de haute précision. Ça a été une bataille d'acronymes ce matin. La mécanique de haute précision qui invite à regarder chacun des éléments qui forment la valeur, ces entendements différents, et de pouvoir s'y plonger. Et on l'a vu, que ce soit via Charlotte, Michel, certaines de vos interventions, qui posent la question d'être précis et d'être capable de savoir de quoi on parle exactement et à quelles échelles. Et enfin, le troisième point, si vous me permettez, pour synthétiser, c'est le soin porté à la controverse et au débat. C'est ce qu'on a fait ce matin et c'est ce qui se fait de manière plus large. Et merci beaucoup, Charles-Antoine, d'avoir pris le parti de venir nous voir et de faire pédagogie aussi d'enjeux politiques qui peuvent être controversés. Ce soin porté à la controverse, c'est d'accepter d'échanger, de se dire on n'est pas d'accord, etc. Et de se mettre d'accord, en tout cas, sur ce que l'on peut partager ensemble pour faire ville et faire cité. Très grande phrase. Je vous invite à prendre un café. Merci. Bravo, Étienne.